l'époque, qui se faisaient fumer par leurs parents dans les tribunes. Finalement, c'est ceux qui avaient plus de talent, mais c'est ceux qui, à 20, 22 ans, ils n'avaient plus envie de jouer au hockey, parce qu'ils étaient dégoûtés, quoi. Moi, j'ai pas eu cet aspect-là. C'était très fusionnel, même si c'était très dur avec moi. Il me faisait beaucoup penser, si vous connaissez un peu le football, à Cédric Ferguson, comme il traitait les jeunes à l'époque. Il était assez comme ça, mais sans ça, j'aurais jamais réussi. Aujourd'hui, ici, ce qu'il faut se dire, c'est ce qu'on parlait là, c'est qu'on est dans une société, en fait, où on peut se reconvertir facilement. On voit aujourd'hui un banquier va devenir infirmier, un infirmier va devenir médecin, un pompier, etc. Donc ça. On voit énormément de jeunes qui arrivent entre 18 et 25 ans et qui ont un CFC, qui ont des masters, il n'y a pas de souci, mais qui n'ont pas de boulot. Parce qu'ils n'ont pas forcément ces codes de mise en relation, la façon de se présenter à une entreprise ou la motivation de faire quelque chose. Du coup, c'est parti. Et on va commencer. Je vais d'abord commencer par vous présenter Nico, que j'ai fait venir aujourd'hui. Donc, un ami d'enfance. Je connais depuis que je suis tout petit et passionné par le sport. Il connaît sûrement plus sur votre sport que vous connaissez votre sport. Je tiens à vous le dire. Vraiment, c'est terrible. Il connaît tous les joueurs. Il y a un petit quiz pour ça. Mais mobile, on peut en arriver là. Mais équipe nationale de beach-hockey, tu vois, il connaît pas. Mais d'habitude, franchement, il connaît tout le monde. Donc je le fais intervenir, c'est lui qui a fait les recherches un peu sur vous, etc. pour gagner du temps. Puis ça me fait plaisir de partager un peu à ce moment-là. Et puis il va prendre la suite. Nico. Yes, et déjà merci d'être venu. Merci à vous pour ce premier podcast. Dans un premier temps, on va vous laisser vous présenter, nous dire votre parcours professionnel bien évidemment, et puis actuellement qu'est-ce que vous faites. Et puis après on passera à l'explication de comment ça va se passer après notre échange. On va parler de l'avant-carrière, de votre carrière, de l'après-carrière, et puis on va essayer d'aborder un thème un peu plus général sur le sport, sur la santé mentale, sur comment bien gérer une carrière, qu'est-ce que vous avez appris et comment vous le ferez peut-être différemment maintenant si vous étiez jeune et que vous voulez être sportif professionnel à l'heure actuelle. Donc voilà, donc on va vous laisser vous présenter. Jocelyn, on va peut-être commencer par toi pour commencer. Ouais, avec plaisir. Mais merci déjà de l'invitation. Donc moi, je m'appelle Jocelyn Lapierre, je suis originaire du sud-ouest de la France, j'ai 40 ans et je suis entraîneur en Suisse, à Nyon, depuis maintenant 7 ans. Dans le rugby, donc j'ai démarré avec un entraîneur avec des jeunes, des juniors, et puis après progressivement avec des adultes qui jouent en première division, qui est un sport non professionnel actuellement en Suisse. Et je suis aussi entraîneur des équipes de rugby à 7, seniors et U18 en Suisse, donc de rugby qui devient un sport de plus en plus connu et mis en avant, notamment olympique. Personnellement, moi j'ai grandi dans le sud-ouest de la France et à mes 15 ans, je suis parti dans un club à proximité qui s'appelle Toulouse, où il y avait des détections, où voilà, des recruteurs passent dans différents matchs, en différentes catégories, et puis j'ai eu la chance d'être repéré. Tu parlais de la préparation mentale, j'étais pas forcément prêt mentalement à cette époque-là à partir, ce qui a fait que j'ai refusé pendant 2 ans le centre de formation où il y avait 15 places, et puis la 3e année finalement j'ai changé de club, je suis parti à Castres où j'ai eu une carrière après professionnelle, j'ai eu la chance de voyager, de goûter au rugby à 7 à ce moment-là, donc j'étais joueur professionnel et puis en parallèle on était détaché sur les sélections nationales. Et puis j'ai continué mon parcours de rugby, toujours en étant pro, mais à partir de là, j'ai toujours aimé travailler en parallèle. Donc j'ai toujours eu de la pluridisciplinarité et j'ai vécu une carrière jusqu'à mes 33 ans, après à Nice, donc dans une division inférieure, mais où la dimension sociale et professionnelle, extra-sportive, elle a été indispensable pour moi aujourd'hui et c'est ce qui fait que je suis aussi en Suisse. Donc voilà, actuellement je travaille dans une fondation, je suis un conseiller en insertion professionnelle. Donc je coach et j'accompagne des personnes de tout âge qui sont en difficulté sur le marché de l'emploi ou qui font face à des défaillances mentales, on va dire, ou physiques en lien avec la santé. Voilà. Merci beaucoup. Chris, voilà, moi, encore une fois aussi, merci. Merci pour l'invite. C'est vraiment sympa de vous retrouver ici dans votre magnifique centre. C'est toujours un plaisir de venir parler de sport. Écoute, moi je m'appelle Chris Rivera, je suis genevois. J'ai joué à Genève Servette, j'ai commencé au centre de formation à 3 ans et demi, 4 ans. J'ai joué jusqu'à mes 29, 28 ans. Puis après, je suis parti à Fribourg-Gotteron, où j'ai fait encore 4 ans. Où après, j'ai stoppé ma carrière, dû à des commotions, pour en discuter après un peu plus tard. Maintenant, c'est vrai que j'ai commencé mon parcours d'entraînement depuis 3 ans. Donc, j'ai commencé par la première équipe de CP Mérin. C'est une équipe amateur en 2e ligue à Genève. Et après, je suis passé au Genève Servette, donc dans l'association où maintenant je suis responsable de la section U13. Donc, je commence mon parcours d'entraîneur et c'est vrai que c'est un autre monde, c'est un autre sport, c'est d'autres choses, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne parce qu'on reste un peu dans notre sport. Moi, à l'instar de Jocelyn, j'ai arrêté mes études très tôt. Je me suis
dévoué à mon sport, dû à l'époque où on était, qui était une autre époque, où l'école était moins importante, etc. C'est vrai que ça m'a un peu péjoré à la fin de ma carrière, mais je crois que ça m'a aussi donné beaucoup de valeur. C'est une école de vie, c'est quelque chose que je suis fier d'avoir fait et que je referais exactement la même chose si je devais. Après, maintenant, si je devrais dire aux enfants de faire différemment que j'ai fait, oui, je leur dirais, mais c'était mon parcours de vie. Donc voilà, je suis content d'être pouvoir aussi d'être retourné à Genève, surtout après que je suis sorti de ma carrière, après j'étais à Fribourg, j'ai arrêté pendant 4 ans. Revenir à Genève, c'est quelque chose de particulier, je suis clairement un clubiste et c'est quelque chose, j'aimerais grandir là-dedans avec mon club, avec la passion du sport et du club, parce que je pense que la culture du sport aujourd'hui, ça fait aussi dans les valeurs du canton où tu joues, où tu coaches, quoi, du coup. Donc voilà, en gros, c'est à peu près ça. Magnifique. Ok, et merci beaucoup déjà pour cette présentation. Donc du coup, on va juste rappeler un petit peu le concept d'aujourd'hui. Donc on va parler dans un premier temps de l'avant-carrière, pendant que vous étiez jeune, le centre de formation, tout ça, à quel moment vous avez voulu être sportif professionnel ou est-ce qu'au début c'était juste un plaisir ou quoi que ce soit. Puis après on parlera de la carrière en elle-même, puis après l'après-carrière. Et puis on fera un thème un peu plus général pour parler notamment des commotions parce que c'est vrai que vos deux sports, eh ben, vous êtes vachement touchés par ça et on voit beaucoup de sportifs de plus en plus qui ont du mal. Jamie Cunmore par exemple au rugby qui a eu des gros soucis avec l'ASM. Tim Boson où c'est pas réellement une commotion cérébrale mais il a fait une méningite à l'époque. Une méningite et on sait que c'est des choses qui sont marquantes dans vos sports donc on en discutera un peu plus à la fin. Donc du coup, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire déjà, vous, à quel âge vous avez commencé votre sport, donc le rugby pour toi Jocelyn et pour toi le hockey Chris, et à quel moment vous avez su que vous allez tenter l'aventure de devenir sportif professionnel Chris, on va commencer par toi. Comme je dis, j'étais sur les patins à 3 ans et demi, c'est là où j'ai commencé un peu au Genève Servette du coup, et puis après c'est vrai que j'ai fait l'école de hockey, puis j'ai fait le parcours on va dire typique, quoi. On est monté les grades. Ce qui est de devenir pro, c'est vrai que c'est venu beaucoup plus tard, quoi. C'est venu beaucoup plus tard. Moi, par exemple, c'est quand je suis arrivé à 10-11 ans, parce que je suis aussi nationalité américaine et on allait souvent à Chicago. C'est là, à ce moment-là, quand j'ai vu Chicago Blackhawks jouer, je me souviens toujours contre Dallas Stars, il y avait des gros joueurs. Et c'est là, à ce moment-là, où je me suis dit, ok, c'est ce que je veux faire dans ma vie. C'est là où je veux aller, c'est ce que je veux. J'ai envie d'être là. L'arène, c'est ce qui comptait le plus pour moi. Surtout que j'étais pas un super écolier, on va pas se mentir. Donc, poussé par les parents ou non, pas du parents tout. joueurs avant, Pas du tout. Justement, j'ai eu des parents qui étaient très, on va dire, qui étaient très ouverts sur l'idée que je fasse du sport, mais qui étaient plus sur le côté école, bien sûr. Mais ils m'ont jamais poussé. Ils m'ont toujours encouragé, ils m'ont toujours mis sur la valeur du plaisir. Et ça, je pense que c'était important. Je crois qu'on vivait une autre époque aussi, quand on voit aujourd'hui, maintenant, avec tous les préparateurs physiques individuels qu'ils ont, les skills coach, nous on a beaucoup de ça dans notre sport aussi, donc c'est une autre période. Nous, à cette époque-là, on était vraiment sur des valeurs de plaisir, des valeurs collectives, et c'est ce que j'essaie moi de transmettre à mes joueurs aujourd'hui, des valeurs collectives. On est dans une société qui est très individualiste aujourd'hui, donc je pense que c'est important que des gens comme nous, je ne vais pas me prendre comme un ancien, parce que j'ai que 38 ans, mais je pense que c'est important de mettre sur ces valeurs collectives. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye d'appliquer à mes joueurs, et c'est ce que mes parents aussi m'ont toujours inculqué dans mon éducation, donc c'est vraiment dans l'éducation. C'est vrai que mes parents n'ont jamais été Chris, tu fais ça pour que tu sois pro, fais ça, on filme des matchs, parce que moi je peux vous donner une anecdote, il y avait des jeunes à l'époque qui se faisaient filmer par leurs parents dans les tribunes. Finalement, c'est ceux qui avaient plus de talent, mais c'est ceux qui, à 22 ans, ils n'avaient plus envie de jouer à hockey, parce qu'ils étaient dégoûtés, quoi. Moi, j'ai pas eu cet aspect-là. Donc c'est vrai que j'ai eu de la chance, j'ai eu une bonne éducation à ce niveau-là. Okay. Merci. Jocelyn? Ouais, moi j'ai démarré jeune aussi au niveau du rugby. Alors la notion de plaisir, elle était importante. Et puis le rugby est un sport qui est très développé, notamment dans le sud-ouest en France. Donc j'ai pas marché, mais j'ai couru avec un ballon rapidement. Et puis dès qu'on a eu l'autorisation à 4 ans, 4 ans et demi d'aller en école de rugby, j'y suis allé, donc à Lourdes. Et puis j'ai fait toutes mes classes là-bas. Et c'est vrai que au début d'une école de développement, de personnalité, d'identité, tu t'accroches rapidement à des rêves, à des objectifs que tu te construis, peu importe l'âge, on a tous des objectifs, même en bas âge. Et puis moi je me suis instauré ma routine à moi en fait, donc je laissais un peu les devoirs le soir en rentrant, je prenais le vélo, j'allais au stade avec un ballon, je m'entraînais beaucoup tout seul par rapport au sport collectif. Et après j'ai compris que la dimension physique serait importante, donc je m'entraînais aussi en parallèle, hors ballon. Et puis c'est comme ça que j'ai... Des gars m'ont vu sur le terrain, puis petit à petit, des mecs de ma génération disaient mais c'est qui ce mec qui court tout seul, qui fait les choses, et puis ils sont venus, et puis on a eu une ossature d'équipe, et donc c'est des amis d'enfance avec qui aujourd'hui j'ai encore contact, qui à mes 6 ans, 7 ans sont rentrés dans le sport, et on a suivi comme ça, donc l'adolescence après est arrivée, et puis tu fais des choix, je faisais du ski aussi en parallèle, et puis j'ai laissé la compétition de ski pour me consacrer qu'au rugby,
et embrayer après sur mes 15 ans. Dans les centres de formation de rugby, ils sont assez multisports. Ils vous encouragent à faire ça ou pas du tout? Pas du tout. Non, mais à l'époque, je pense qu'à pas l'époque, du ils n'avaient tout. même pas encore ça comme Il y Ouais, avait c'est des ça, centres de c'est formation qui étaient très régulés, mais c'était le début où il y avait beaucoup de constats où les jeunes étaient pas du tout accompagnés dans la formation scolaire. Ok. Et donc moi après j'ai pas été au centre de formation de suite, mais à Toulouse, mais à Castres j'ai intégré le centre de formation. Et c'est là où j'ai fait du coup des études en France, notamment un BTS, enfin des études qui correspondent à des CFC, des choses comme ça. Et après un diplôme d'état dans un brevet d'état autour de la dimension physique et mentale. Mais c'est un peu plus tard qu'on a compris parce qu'il y a un aménagement d'horaire et pour les entraînements. Par rapport, tu disais le rêve. Donc le titre de podcast, ça va s'appeler simplement The Dream, donc le rêve. Et du coup, je voulais savoir, moi c'est une question qui m'intéresse, que je pense pas que tu arrives à 5 ans et tu dis mon rêve c'est de devenir professionnel dès que tu commences à jouer. À partir de quel moment, pour vous les gars, c'est devenu un rêve ou au moins un objectif? Est-ce que c'était un rêve déjà de base? Et ou est-ce que c'était juste un objectif parce qu'il y avait, il peut y avoir un million de choses derrière ça, mais quand c'est que c'est devenu un rêve ou un gros objectif en tout cas? Bon, moi, comme je t'ai dit avant, c'était quand j'ai vu les premiers matchs de la NHL. C'est ça qui a fait le déclic. C'est ça qui a fait le déclic parce que nous, à l'époque, il faut remettre dans le contexte, c'est que Genève était en première ligue. Il y avait 300 personnes qui allaient à la patinoire, on ne rêvait pas trop, quoi. Et quand on sort un peu du pays à l'époque, on arrive aux États-Unis, c'était à l'époque qu'on n'avait pas les réseaux, donc c'est le show, quoi. On arrive dans cette patinoire, on sait qu'il y avait les Bulls qu'on jouait, des trucs Giordano, les champions, on se dit putain, on est où là, c'est quoi ça? Et c'est vrai que c'est là où je me suis dit, ça doit être un truc kiffant quand même, ça doit être un truc cool, voilà. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas rêver comme les jeunes rêvent aujourd'hui avec les réseaux, avec les reportages qu'on voit sur les sportifs, ce qui est très bien pour eux, je pense que c'est bien. Nous, on avait d'autres manières, je pense, de rêver, bon, je parle pour moi surtout, mais je pense qu'on a d'autres manières de rêver, donc c'est vraiment de voir où le sport était développé. Et à l'époque, et c'est toujours le cas, c'était les États-Unis. Et j'ai cette chance-là, moi, de pouvoir aller, en étant avec mon père aux États-Unis, mon grand-père qui habitait à Chicago, de pouvoir voir ça, d'avoir mon oncle qui jouait à Iowa State au basket. Donc j'ai vu vraiment ce côté-là où je me suis dit, non mais c'est trop stylé, c'est ce que je veux faire. Et puis en plus, j'avais peut-être l'occasion d'aller aux États-Unis. Je ne l'ai jamais vraiment fait parce que scolairement, j'étais pas assez bon pour y aller. Mais c'est vrai qu'après, c'est là où je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Ça doit être cool, c'est de la pression, on est tout le temps mis sous pression, on doit tout le temps se challenger. Et je le retrouve. Et voilà, c'est excitant, mais je ne trouvais pas ça dans le domaine scolaire. Je ne trouvais pas ce truc-là, je ne trouvais pas cette adrénaline-là. Et c'est ça, en fait, finalement, qui fait vraiment. Et puis vouloir aller au haut niveau, quoi. T'as vu Michael Jordan? Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu où il a joué, donc c'est déjà principal. Ouais, moi, le rêve, il a été rapide en fait. Il est déjà par rapport à soi-même le rêve. Et moi, j'ai une culture, on va dire, de la gagne, du dépassement de soi assez tôt. Donc à 6 ans, je rêvais déjà de gagner le tournoi d'à côté, mais c'était le passage pour aller vers le professionnalisme. Et puis après, quand tu grandis et qu'on te dit, en fait, ça, tu peux en faire un métier, ça peut être tous les jours et on peut te payer pour ça. Et tu dis, mais pourquoi pas? Et à l'époque, par contre, c'était vraiment les prémices, sachant que le rugby professionnel, de manière générale, date de 95, donc 95. Et le but, c'est aussi de prendre ça en compte. C'est-à-dire que toute la structure et l'organisation d'accompagnement autour du sport professionnel, ça reste assez récent, dans le rugby en tout cas. Mais voilà, pour le développement d'objectifs, tu te les construis petit à petit, mais il y a un vrai lien indissociable avec l'accompagnement mental, l'organisation mentale du sportif, que tu sois à haut niveau ou pas, pour atteindre après des objectifs. Maintenant, on va parler d'un passage qui est obligatoire dans une avant-carrière, c'est le centre de formation. Moi, ce qui m'intéresse vraiment là de savoir, c'est quelle est l'ambiance au centre de formation. Tu l'as dit en préambule, Jocelyn, tu as hésité 2 fois, enfin tu as refusé même 2 fois d'y aller avant d'y aller réellement. Est-ce que vous êtes 2 sports où le collectif est primordial? On connaît les valeurs du rugby parfaitement en France, ok, c'est pareil en Suisse. Est-ce que c'est vachement individuel le centre de formation? Est-ce que c'est un peu un monde de requin en mode je vais prouver tous les jours que je suis meilleur que toi pour pouvoir passer pro? Ou est-ce que déjà il y a ce côté où on inculque les valeurs du sport, il y a vraiment une dimension collective et tout ça? Jocelyn peut-être? Ouais, écoute, le centre de formation à Toulouse à l'époque, on va dire que pour ceux qui ne connaissent pas forcément le rugby, Toulouse est un peu le Real Madrid du rugby. Il y a énormément de sportifs de très haut niveau dans ce sport-là qui durent. C'est un club qui règne sur la compétition et sur le sport en général depuis de nombreuses années.
et qui fait office d'exemple. Donc les 15 places sur un centre de formation, elles sont assez chères et du coup tous les joueurs qui y intègrent sont soit internationaux, soit dans des pré-équipes de France en vue de faire un parcours sportif de haut niveau. Et à l'époque, ils avaient déjà des études qui étaient mises en place. Donc tout le monde se connaît, mais en même temps, moi par exemple, ce qui m'a barré, ce n'est pas l'aspect sportif qui me mettait en compétition, c'est mon aspect mental. De dire que je n'avais jamais été préparé à quitter chez moi, parce que chez moi c'était un cocon et je n'étais pas formaté dans l'idée d'aller vers le professionnalisme du sport. Donc ne faire que ça et du coup être stimulé que par ça. Et je n'étais pas prêt, alors j'avais la capacité, mais du coup je n'ai pas franchi cette étape-là. Et cette étape, je l'ai franchie 2 ans après dans un autre centre de formation qui était pour le coup très bien structuré, niveau études et autres, où il y avait toujours une quinzaine de places, 10-15 places. Et oui, c'est challengeant parce que quand tu es compétiteur et que tu rentres dans un centre de formation, tu as juste envie d'être le meilleur de tous, même dans un sport collectif. Et c'est là après où tu travailles sur ta notion de leadership, c'est là où tu te trouves des compétences en fait, qui vont te servir toute ta carrière. Mais il y a aussi beaucoup d'entraide et au rugby, c'est un sport où le vivre ensemble il est capital. Donc il y a le terrain et il y a les à côté. Et le fait de vivre ensemble, ça se passait toujours super bien. Il n'y a jamais eu d'exclusion ou autre par rapport à ça. Mais tu as quand même. Là, tu parlais de leadership. Ouais. Mais pas tout le monde se devient leader. Enfin, tu es obligé de trouver d'autres solutions. Il y en a qui vont un peu s'effacer. Ouais. Et tu en as qui ne passent pas le cap. Tu en as qui vont être au centre de formation 1 an et puis qui après arrêtent et changent d'orientation. Ouais. Ou tu en as tout simplement à qui on va essayer de mettre en place des ressources. On va mettre en place un PM, un prépa mental. On va faire un suivi individuel ou collectif, un développement de masse athlétique parce que sur son profil ou son morphotype de poste, il a besoin. Mais tu en as qui arrêtent. Et tu as de super joueurs qui franchissent jamais le cap parce que l'identité, la mentalité de se dédier qu'à ça toute la journée, elle ne leur convient pas tout simplement. Ouais, puis ça on en avait beaucoup. Hein. Moi je crois aussi dans mon sport, je crois qu'il y a beaucoup de gars qui ont du talent, qui arrivent et puis qui ne veulent pas des fois. Moi j'ai des exemples aussi de gars qui sont arrivés en Liga, qui jouaient beaucoup mieux que moi, mais en fait qui disent non, j'ai déjà prouvé ce que j'ai à faire, je sais que je pourrais jouer, mais en fait non quoi. Puis les gars ils arrêtent après. Exactement, ça ne les intéresse plus quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Ah, ça en fait des heures d'entraînement. Ça en fait des heures d'entraînement, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup d'aspects aussi à mettre en compte. C'est qu'il y a des heures d'entraînement, à un moment donné, quand on arrive plus haut, alors ça c'est vrai que quand on arrive à un haut niveau, il y a l'aspect média, il y a l'aspect pression des entraîneurs, il y a l'aspect pression du GM, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et il faut être prêt. Je crois qu'on n'est pas prêt. Honnêtement, aujourd'hui, moi je ne m'étais pas préparé à tous ces aspects-là. Moi je l'ai kiffé. C'est tout, parce que plus j'ai de pression, plus j'arrive à performer. C'est pour ça que j'arrivais quand j'étais joueur, moi, le meilleur moment de ma saison, c'était les playoffs. C'était là où je commençais à être bon. Je voyais beaucoup de joueurs, ils étaient bons. Et particulièrement quand j'ai joué à Fribourg, c'était des joueurs des mois de septembre au mois d'octobre, novembre. Ils marquaient leur goal et tout, puis après, hop. Le problème, c'est que la saison, on doit s'améliorer individuellement et collectivement. Donc moi, j'ai toujours eu cette routine à me dire, commencer peut-être doucement, observer, voir les choses, et puis d'un coup, pour finir en force. Parce que c'est ça, finalement, c'est comme un marathonien, un sprinter, en fait, à la fin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, en fait, ils n'arrivent pas à supporter tout ce contexte-là. Et finalement, c'est une saison de hockey, c'est pas long, hein, c'est quoi? C'est 6-8 mois. Si on voit 6-8 mois, après on a les pauses d'été, c'est juste la préparation, mais on a moins de pression. Mais il faut supporter cette pression-là. Et c'est ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas réussi à faire, je crois, en tout cas, moi que j'ai pu connaître, quoi. Pour revenir au centre de formation, il me semble, redis-moi si c'est pas le cas, mais en France, on appelle vraiment ça centre de formation. En Suisse, c'est pas totalement ça, c'est les académies. C'est le mouvement junior. Mouvement junior. Voilà, moi, quand j'ai commencé, c'était le mouvement junior du Genève Servette. Comment ça s'est passé pour toi, du coup? Moi, c'était top. Franchement, comme je t'ai dit, j'ai pas été dans un environnement de pression depuis que j'étais jeune. C'est vrai que c'est moi qui m'y a su instaurer la pression à un moment donné. Mais jamais on nous a mis dans un… C'était une autre époque aussi. Aujourd'hui, c'est différent. Comme au centre de formation Genève Servette, on fait les choses différemment que mon époque. Mais j'essaie quand même de garder ce bon sens du plaisir aussi. Parce que si les gamins ils le perdent, c'est compliqué. Donc moi, pour ce que j'ai vécu, et pour être honnête avec vous, j'ai 4 potes aujourd'hui que je joue encore. C'est des gars avec qui j'étais depuis mes 9 ans. Donc il y a quelque chose qui s'est créé. Moi, c'est vraiment sur les valeurs collectives. Individuellement, on n'avait pas tout ce qui a été en place aujourd'hui, donc on s'entraînait vraiment collectivement. On était vraiment sur un terrain où on s'entraînait, on jouait ensemble, on faisait beaucoup de jeux, etc. Moi, j'ai grandi dans cet aspect-là, et franchement, c'est ce qui m'a fait kiffer. C'est ce qui m'a fait aussi pas être dégoûté du sport. Parce qu'à la fin, on peut vite être dégoûté aussi, et j'en ai vu, et j'en vois encore aujourd'hui. Maintenant, il y en a qui se dégoûtent très vite, quoi. Donc c'est ça. Attention, moi, j'ai vraiment que des bons souvenirs dans le centre de formation. C'était vraiment, comme je l'ai dit avant, pas la même chose qu'aujourd'hui, moins professionnalisé. Plus, on va dire, plaisir, jusqu'à peut-être aller les U20, à l'époque c'était Junior Elite, mais jusqu'à U20, là ça a commencé vraiment à devenir un peu de l'élite et c'est là après qu'on voit, il y a des tricks qui se font automatiquement de toute façon.
Bien sûr, ouais. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu du cursus scolaire en parallèle de ces centres de formation ou des académies en Suisse, dans le sens où il faut quand même rappeler, voilà, Jocelyn, tu l'as dit, il y a 15 personnes qui sont au centre de formation, mais généralement sur ces promotions-là, il y en a 1, 2, 3 qui sortent, à part sur les gros centres de formation peut-être, mais qu'il y a quand même très peu d'élus qui sortent au monde professionnel. Et voilà, on sait très bien qu'il y a des joueurs qui abandonnent totalement les études pour pouvoir se consacrer à leur carrière sportive, mais qui n'y arrivent pas et qui derrière se retrouvent un peu sans rien. Et d'autres qui potentiellement vont quand même mêler les deux et faire en sorte que au cas où, ils ont quand même ce plan B. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus de ça, s'il vous plaît? Ouais, bah pour moi, de mon côté, en fait, si tu veux, j'ai fait mon cursus scolaire normal. En fait, on a l'école sportive en Suisse, donc à partir du cycle. Donc à l'époque, c'était 7e primaire, 9e primaire. Là, on a un cursus où on était libéré. Donc ça veut dire qu'on commençait à 9h30 les matins et on finissait à 3h. Puis on avait un entraînement sur glace à 4h, 1 à 2 fois par semaine, mais qui n'était pas vraiment structuré, quoi, comme aujourd'hui. Donc nous, c'était ça un peu notre plan qu'on a eu durant mon 7, 8, 9e. Je l'ai fait, j'ai réussi mon école et puis après je suis rentré en apprentissage avec mon club. Donc ça veut dire que je faisais un peu de l'administration dans mon club et j'étais à l'école à Fribourg. Donc moi j'ai fait comme ça. J'ai fait 2 ans et demi et à un moment donné, je suis passé pro. Et là, pour vous montrer que c'était notre époque, le coach m'a dit écoute, c'est soit ça, soit ça. Donc j'avais pas le choix. Il m'avait dit parce que le problème c'est que j'avais l'école les mardis et les vendredis et puis c'est les deux fois on avait des matchs. Donc du coup j'aurais dû rater des matchs. J'étais à Fribourg à l'école, on habite en Genève, très compliqué. Mais moi j'ai sauté dans le bain direct. Mon rêve d'enfant c'était de devenir pro, quitte à lâcher l'école. Et voilà, comme je vous l'ai dit avant, c'est un peu péjoré en fin de carrière parce que les gens ils n'avaient pas de diplôme, ils avaient été dans le quai, donc on est directement stigmatisé comme un con, quoi. Mais c'est un peu ça. Mais voilà, moi c'était clairement une autre époque, c'était clairement une autre façon de voir le sport, une autre philosophie. Et voilà, mais après il y en a beaucoup aussi, que j'ai beaucoup d'amis qui étaient vraiment bons, mais qui ont privilégié le cursus scolaire parce qu'eux ils voulaient faire des études, ils voulaient devenir banquier, la politique, faire d'autres choses. Et tant mieux. Puis je crois chacun a fait ses trucs et chacun fait. Tu penses que c'est mieux maintenant? Je sais pas si c'est mieux maintenant, je trouve que c'est mieux structuré maintenant. Moi aujourd'hui, par exemple, si je devais prendre des équipes un peu au-dessus, je ferais attention à l'école. Si moi, un gamin, il n'a pas les notes, il ne jouera pas. Pour moi, c'est obligé aujourd'hui d'avoir les deux. Aujourd'hui, moi j'ai des exemples concrets en pro où j'avais 2 joueurs qui faisaient les mêmes études, ils étaient à l'université à Genève en économie. Les gars, c'est des études de 5 ans, on a joué 5 ans ensemble. Et j'ai vu comme ils ont été capables de le faire. Mais ça prend une discipline que je n'avais pas à l'époque peut-être. Pas une structure mentale que je n'avais pas à l'époque. Et eux, comme ils l'ont fait, voilà, c'est ce que je prends comme exemple quand je parlais des plus jeunes. Je leur dis, voilà, moi j'ai vu ces 2 gars jouer pro, faire des études. Ouais, c'est Maurice Rackler et John Gobi. John Gobi qui est maintenant CEO à Fribourg. Et moi j'ai toujours été impressionné par ces gars-là. Parce que ces gars-là, cette discipline de vie, quand nous peut-être on allait un peu faire les cons les samedis soirs, les mecs eux ils allaient bosser jusqu'à 5h du mat, quoi. Donc c'est vrai que c'est des choses différentes, c'est un autre monde et voilà, mais comme je t'ai dit avant, c'est chacun fait ses trucs et moi maintenant avec le recul, c'est vrai que quand j'étais dans ma carrière, j'étais vraiment dans ma carrière, avec le recul je me dis waouh, ces gars ils ont été vraiment vraiment solides et c'est un peu les exemples que je cite pour des jeunes pour dire mais aujourd'hui on a besoin d'avoir les deux et je pense que les enfants sont capables largement de faire ça. Et toi, Jocelyn? Parce qu'on sait qu'en France, sur le rugby, ils essayent de vachement accompagner maintenant, notamment ceux qui sont au centre de formation à Marcoussis, où il y a vraiment la dimension école. Est-ce que déjà, toi, à ton époque, c'était déjà le cas? Ouais, c'est indissociable en fait, parce que déjà, être en centre de formation, ça veut dire que tu ne peux pas penser qu'au sport tout le temps. Et l'idée, ça a été que les meilleurs centres à l'époque de formation étaient ceux qui t'accompagnaient de la meilleure des façons dans le parcours scolaire. Quand tu n'es pas habitué à jongler entre un emploi du temps où on te demande d'être hyper performant sur le terrain et en parallèle, comme dit Chris, tu rentres chez toi puis tu dois te cogner 4 heures de devoirs ou de TD ou de révision, c'est du travail personnel. Ça, c'est plus dur à mesurer en fait quand tu es vraiment passionné de sport où tu te dis mais je mesure quoi là? Je travaille pour quoi et c'est quoi la finalité? Et tu as plus de mal dans la projection quand le rêve sportif il est grand. Donc aujourd'hui, ça a bien changé, notamment sur le rugby. Et en Suisse aussi, c'est quelque chose qui est assez ancré. Être sportif de haut niveau ne va pas avec ne pas avoir d'études ou ne pas avoir un bagage scolaire qui soit au moins minimum pour s'intégrer sur un futur marché de travail. Par contre, c'est encore une question qui est très, très ouverte, notamment en France aujourd'hui et en Suisse parce que la structure est différente. Mais l'accompagnement scolaire, il est quand même pas mal galvaudé encore. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en fin de carrière sans rien, sans avoir préparé, en pensant que sur l'image médiatique ou sur le réseau qu'on peut avoir quand tu es sportif,
c'est plus le même quand tu as fini ta carrière. Et c'est ça qu'il faut anticiper, c'est ça qu'il faut inculquer. Et comme sur le terrain, il y en a qui ont des potentiels de relationnel, il y en a qui ont des potentiels à mettre des choses en place, ou alors il faut le créer, il faut le travailler, et ça se travaille comme ce que tu travailles pour être performant sur le terrain. Donc c'est hyper important ça, cet accompagnement. Et aujourd'hui, c'est présent partout. Bien sûr, ouais. Comme évoqué, on va souvent parler de santé mentale sur tous les plans de la carrière. Comment vous l'avez vécu, vous, psychologiquement, votre avant-carrière quand vous étiez jeune? Est-ce que, voilà, Chris, tu nous parlais que toi, tu t'aimais te mettre la pression et t'aimais ça. Mais est-ce que psychologiquement, voilà, je pense qu'il y a eu des moments plus faciles que d'autres. Je pense qu'il y a des gros moments de doute. Beaucoup même de doute. Notamment quand il y a peut-être des blessures, des choses comme ça, ou selon les entraîneurs que vous avez, s'ils vous mettent une certaine pression, ou selon ce qu'ils vous disent par rapport à d'autres entraîneurs. Comment vous l'avez vécu, vous, cette période-là, psychologiquement parlant? Vas-y, je laisse commencer. Déjà, elle n'était pas préparée du tout. Et je vais la résumer en une phrase. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, la préparation mentale, on arrive au début de… Il faut prendre quelque chose en compte, c'est la prépa mentale. C'est-à-dire l'état de fraîcheur morale de la personne pour qu'il puisse performer, mais l'état de fraîcheur morale dans sa vie perso, pas juste dans un moment de sport. Et ça, aujourd'hui, en 2024-2025, on commence à comprendre dans le professionnalisme, attention, que c'est quelque chose d'important. C'est un indicateur sur la performance sportive. Mais c'est encore un sujet tabou, notamment aujourd'hui dans des clubs qui sont ultra médiatisés avec des grosses performances. C'est quelque chose qu'on a du mal à accompagner. Donc à l'époque, ça résume assez bien la situation, c'est-à-dire que ce n'était pas pris en compte. On a toujours des personnes, des mentors, des gens qui vous accompagnent ou qui vous inspirent. Donc vous vous appuyez sur ça, mais vous créez votre propre schéma en fait, de préparation mentale. Et moi, ça a été assez ça. Je me suis adapté, j'ai compris ce que je pouvais faire, j'ai détecté mon potentiel, mon ambition aussi. Et puis à partir de là, tu avances, tu te programmes, parce que c'est de la programmation sur ça, sur le mental. Et puis tu tombes, tu te relèves et puis tu remets des choses en place. Et l'idée aujourd'hui, c'est que tu individualises cet accompagnement mental. À l'époque, c'était juste l'entraîneur, le coach qui va te dire à qui tu vas t'identifier. Il va y avoir un mot ou deux, ce que tu peux avoir en situation collective dans un vestiaire. Aujourd'hui, ça a complètement changé et même sur le niveau amateur, c'est indispensable d'une performance sportive. Bien sûr, ouais. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est complètement indispensable. Maintenant, de ce que je vois, la plupart du temps, quand même, toi, tu essaies de le mettre en place. Je trouve que ce que tu as fait avec le Nyon Rugby Care, on en reviendra après, j'en avais parlé, c'est super. Je l'ai même introduit aux Aiglons pour qu'ils fassent la même chose, hein, je ne vais pas te mentir. C'est une super idée. C'est super, d'ailleurs, si je peux après vous introduire, c'est génial. Mais en gros, toi, tu le mets en place pour tes gars alors qu'ils sont déjà amateurs. Tu leur proposes ce genre de choses, tu le mets en avant quelqu'un, tu leur références quelqu'un. C'est super. Maintenant, ce n'est pas présent dans tous les clubs. Moi, j'entraîne beaucoup de petits jeunes qui sont dans les académies, peu importe où c'est. Ils ne sont pas accompagnés par un préparateur mental. C'est aux parents encore de faire la démarche. Et c'est là où après devient le problème, c'est que tu en parlais tout à l'heure, ils ont tout. Ils ont le skills coach, le préparateur physique. Il faut encore qu'ils aient le préparateur mental. Ça commence à faire énormément. Mais là, je parle de dépenses, de temps, de tout en fait. C'est vachement dur de tout avoir si le club il met pas ça en place. Je trouve que c'est vraiment quelque chose que le club devrait mettre en place. C'est difficile après pour les gens en plus de s'en rendre compte seuls, d'avoir cette démarche en plus de prendre un psychologue ou alors un préparateur mental, c'est super dur. Mais après, à quel âge par exemple, c'est intéressant parce qu'à quel âge tu mettrais ça en place? Est-ce qu'il y a un âge vraiment à le faire? Je ne sais pas vraiment s'il y a un âge parce qu'au final, tu vois, un gamin de 13 ans, il peut déjà subir une pression de fou. Moi, on en a ici qui sont en réhab. Ils se sont blessés déjà 2 fois. Ils veulent vraiment rester avec leurs potes rien que pour pouvoir jouer. En fait, ils se mettent une pression de fou. Tu vois qu'ils ont un peu plus mal parce qu'en fait, ils ont même peur de retourner sur la glace. Tu vois, je ne citerai pas de nom, mais ils ont peur de retourner sur la glace parce qu'ils ont perdu 2 mois et qu'ils sont un peu en arrière de leurs potes. Que même d'être en dehors de la glace, ils n'ont pas besoin de se retrouver quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer. C'est une chose qu'on perçoit ici parce que je parle beaucoup. On est en 1v1, j'ai envie de dire, on est qu'avec des athlètes ici, donc ça parle beaucoup, il y a beaucoup d'échanges. Et moi, je me rends compte qu'il n'y a pas forcément d'âge. Je me dis juste que c'est très compliqué d'être suivi. Tous les gamins, si tu suis tous les gamins des Aiglons, ça commence à faire beaucoup. Non, c'est clair, c'est compliqué. Maintenant, moi, je trouve que l'aspect qu'il y a beaucoup, c'est l'aspect de voir un psychologue. L'aspect de voir un psychologue, c'est une honte encore aujourd'hui dans notre société. Moi, je ne comprends pas. Et ça ne devrait pas parce que moi, j'ai parlé de mon expérience personnelle et c'est là où j'ai eu de la chance. C'est que très jeune, j'avais des complications à l'école, j'ai vu un psychologue.
Et j'ai été suivi par un psychologue, je me souviens, tous les mercredis après-midi, ça m'embêtait et tout. Et en fait, très vite, la psy était très bien avec moi parce qu'elle a très vite vu que c'était sur l'aspect sportif que je voulais. Et donc, on a commencé déjà un peu à travailler sur des aspects mentaux, sur le travail, sur l'échec. Parce que c'est ça le plus important, je me souviendrai toujours sur l'échec. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Donc, dès qu'après, j'ai un peu arrêté à la fin de mon adolescence, dès que je suis arrivé en pro, moi, j'ai tout de suite pris un psychologue. Tout de suite pris, hein, et j'ai tout de suite été suivi. Et à la fin, en fait, c'était juste pour me libérer de certaines choses. Parler de la pression, dire voilà, et lui, il n'est pas moins bon que moi, mais il joue devant moi, pourquoi? Et ces choses-là. Et en fait, juste ces choses-là, bah, moi, ça m'a beaucoup aidé à me surpasser à chaque fois. Mais moi, j'ai jamais eu ce problème-là d'avoir un psychologue, et je remarque aujourd'hui, quand on parle un peu de ça, même quand je fais des meetings avec duel, des fois, tu ressens. Tu as des pressions familiales, il y a des trucs, et c'est compliqué en tant que coach, quand on a des jeunes, on a des parents en face, qu'est-ce qu'on peut leur amener, qu'est-ce qu'on peut leur dire? C'est ça que j'aime bien l'idée que vous avez, c'est ce qu'on avait déjà discuté, c'est de dire, vous avez la possibilité. Mais maintenant, est-ce que vraiment les gens y vont? C'est ça un peu la question. Ouais, pour faire la transition avec ce que dit Alex, à Nyon ici, ça s'est notamment vu et ressenti parce que pour créer le Nyon Rugby Care, c'est qu'il y a eu un besoin, une demande. Tu peux expliquer très vite fait ce que c'est le Nyon Rugby Care? Oui, le Nyon Rugby Care, tout simplement, c'est un regroupement de professionnels au service d'un club, multi-section, multi-âge, qui est fait pour accompagner et développer l'aspect médical pour aller vers de la performance. Donc médical, même mental, mais aussi physique. Exactement, ouais. Il y a de la préparation mentale, il y a de la nutrition, il y a de la préparation physique, il y a de la physio, on peut tout rencontrer, il y a des podologues. Et l'idée de la préparation mentale, c'est surtout de l'écoute. En fait. En préparation mentale, oui, il y a des casses, il y a des diplômes, il y a des personnes qui sont certifiées là-dedans, mais aujourd'hui, c'est quoi accompagner un joueur? Est-ce qu'un joueur amateur a moins de droits à être accompagné qu'un joueur professionnel? Est-ce qu'il a moins de besoins? Et en fait, c'est surtout après le Covid, la crise sanitaire ici en Suisse, où ça s'est ressenti. Il y a eu des faits dans le club, des départs, des jeunes, des départs tragiques. Et du coup, il y a eu un besoin de parler, mais de parler d'une manière dans un cadre sportif. Et puis les jeunes viennent te voir, donc moi à l'époque j'étais avec les juniors, et ils viennent beaucoup se confier. Mais pas se confier que sur du sport, se confier dans une dimension aussi plus personnelle. Et c'est là où tu te dis, ta limite à toi en tant que coach, elle peut être dans l'écoute, mais à un moment donné, elle te dépasse, ce n'est pas ton métier. Et c'est là où on a créé le Nyon Rugby Care, qui en parallèle a pris part parce que le joueur en Suisse, en tout cas il y a quelques temps, n'avait pas conscience que prendre soin de son corps, c'était être meilleur le week-end. Et donc voilà, le Nyon Rugby Care est surtout né de ça, de mieux accompagner et de mieux responsabiliser le joueur dans son état physique ou mental. Et depuis 4-5 ans maintenant, ça commence à être en place. Et puis des professionnels s'ajoutent, des échanges, c'est stimulant. Et l'idée, c'est de se confronter, d'échanger, de développer de nouvelles choses. Et puis les joueurs commencent à être preneurs de tout ça. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a fait le Nyon Rugby Care. Moi, je trouve que c'est super. Effectivement, ça c'est un truc, ça devrait être mis en place pour les clubs. Avoir ce choix-là, je pense que c'est déjà beaucoup. Et puis je pense que maintenant, aujourd'hui, beaucoup de parents aussi sont dépassés par les événements parce qu'on voit, il y a beaucoup de trucs avec les réseaux sociaux, etc. On voit beaucoup de choses. Je prends un exemple type, ce qui se passe avec Kylian Mbappé. Je pense que ce qui se passe avec ce garçon depuis quelques mois, comment il a géré ça, c'est incroyable. Et je pense qu'on devrait utiliser ça parce que je pense que ce garçon-là, il est fort mentalement. Comment il va réussir à se dépasser? On voit que gentiment, il arrive à revenir. Donc ça, c'est des choses que je pense que quand on voit en tant que parent et qu'on n'a pas été dans le sport, parce que nous, on a eu cette chance-là, donc peut-être qu'on a avec nos enfants d'autres choses, on peut leur inculquer d'autres choses. Et des parents, je pense, sont dépassés. Donc d'avoir créé ça, franchement, les gars, bravo, c'est une super idée. Ouais, mais c'est toujours en adaptation et c'est en constant mouvement parce que les générations changent. Ce qui est valable aujourd'hui avec les générations qui sont seniors ou adultes dans le sport ou des juniors, elles vont être différentes dans 4-5 ans parce que les codes sont différents. Donc on doit s'adapter en permanence. Ouais. Ça va tellement vite la société en plus que ça change vite. Presque semaine par semaine, disons dire des fois. Ouais, c'est clair. Merci pour cette première partie. Maintenant, on va essayer de parler plus du moment de la carrière en elle-même. Je pense, comme tout sportif un peu amateur, je pense qu'on aimerait un peu savoir, c'est comment vous abordez un match professionnel ou une grande compétition ou un match un peu particulier, les derbies, on sait notamment que c'est des matchs un peu plus particuliers. Comment vous gérez un peu les résultats et est-ce qu'au final, on le sait notamment en Suisse au hockey, vous jouez 3 fois par semaine, est-ce qu'un match reste un match ou chaque match a son importance? Est-ce que il y a des défaites qui vous restent dans la tête pendant 3-4 jours, voire peut-être plus longtemps? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ça, Chris? Ouais, alors comment on aborde les matchs? Moi, je vais pas te mentir, moi j'ai abordé les matchs comme j'étais dans ma cour d'école. Je devais rigoler avant les matchs, je devais être là, si ça me rassurait. J'ai une image qui me donne, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, il y a
Quand l'équipe de France 2006 joue contre le Brésil, c'est le plus beau match de Zidane. Je sais pas si vous voyez dans le tunnel avant le match, puis les gars ils se parlent, ils se marrent comme ça. Bah, moi c'était comme ça. À l'époque c'était comme ça, puis j'avais la chance d'avoir un groupe, on est resté longtemps, où on devait se marrer quoi. On devait se taper des fous rires des fois avant les matchs. Par contre dès que tu arrives sur la glace, ça part quoi. C'était ça. Moi j'ai jamais eu cette pression là. Parce que je ne me la suis jamais mise sur les épaules. Parce qu'en fait, je me suis toujours dit, ok, c'est un jeu, quoi, les gars. Même si j'étais payé, même s'il fallait gagner, même s'il fallait ça, c'est un jeu. On s'amuse, on va là-dessus. C'est comme si tu joues dans ta cour d'école. Ouais. Après, bien sûr, aujourd'hui, moi, j'ai une défaite qui monte encore. Elle sera à vie. J'ai des fois des larmes même par rapport à ça. 7e match à Berne 2010, on perd sur un 7e match. On perd la coupe, tu as la coupe devant toi. Et tu sais qu'à ce moment-là, c'était ma deuxième finale que je perdais malheureusement. Tu sais qu'à ce moment-là, ça peut être la dernière fois. Et finalement, ça a été la dernière fois. Et c'est vrai que ça, c'est une défaite qui me hante encore aujourd'hui, que je me dis qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, où j'aurais pu aller. Je me rappelle de chaque minute, de chaque seconde de ce match, de toute cette journée-là. Et ça, c'est vrai que c'est dur à sortir de là. Et je crois que c'est juste parce qu'on est des compétiteurs. À la fin, on est des compétiteurs. Moi, quand je venais à l'entraînement, je voulais gagner. Un petit jeu, je voulais gagner. Si je ne gagnais pas, je pouvais péter des câbles, même en pro. Hein. Et c'était violent, puis on pouvait se battre. Et l'avantage que j'avais, c'est que j'en avais en tout cas 15 qui étaient pareils dans le vestiaire. Du coup, ça te crée un groupe qui monte à chaque fois. Sûr, ouais. Et ce n'est pas le talent qui nous a fait aller là, comme dans cette époque-là, c'est le groupe en lui-même, c'est dans le travail, dans la compétition, chaque jour, au quotidien. Parce que ce n'est pas se préparer sur un match, c'est le quotidien qui te prépare au match. Oui, on a des séances vidéo, on a le préparateur physique qui nous prépare pour être parfaitement physiquement, mais à la fin, c'est sur la glace, quoi. À la fin, sur la glace, il faut qu'on travaille, il faut qu'on ait des choses, c'est toujours en mode compétition. Et si tu te prépares comme ça, tu arrives au match, tu es prêt. Et puis il y a un exemple que moi j'aime beaucoup et je l'ai montré à mon fils par exemple, j'en regarde en ce moment ensemble, c'est The Last Dance, Michael Jordan. Pour moi c'est un exemple type. Parce que mon fils des fois il est un peu dur sur la glace. Et puis des fois il est un peu, c'est papa est-ce que j'en fais trop? Je fais non, continue, tu vas rendre meilleur tes coéquipiers, tu continues, vas-y, travaille fort. C'est ta personnalité. En fait ces personnalités-là amènent en fait les autres à se surpasser. Et c'est ça en fait, dans ce côté-là que je veux dire, pour la compétition, etc. De toute façon, c'est un groupe de joueurs qui sont ensemble, qui travaillent au quotidien pour vraiment arriver au jour de la compétition. Tu es prêt, c'est comme un examen finalement à la fin. Bien sûr, ouais. Et juste, parce que tu nous as parlé de ce souvenir qui n'est pas très glorieux, comment tu l'abordes ce match-là, match 7? On sait que c'est le match quasiment que tout sportif, en fait on a tous envie de jouer un match comme ça parce que effectivement, si tu le gagnes, c'est extraordinaire. Mais comment tu l'abordes dans le vestiaire où tu te dis, il y a quand même un côté de stress, de peur, où il y a le côté, en fait, c'est mon métier et on y va, quoi. Il y a pas de, ça change. Est-ce que ça change vraiment quelque chose, ce genre de match, ou ça change rien au final? Personnellement, avant match, on est dans une série de playoffs. On est dans un mode depuis 1 mois et demi. On fait des grosses séries de playoffs. On gagne 4-3 contre Fribourg, on perd 3 en quart de finale, on gagne 4-2 contre Zug. Puis après, on va contre Berne qui n'a pas perdu un match, premier du classement. Et on perd 3-1 dans la série, on revient à 3-3. Donc on est dans un schéma en fait où tu joues. Le schéma il ne change pas, que ça soit un premier ou un 7e match. Tu dois rester dans un mindset. La seule truc que je m'en souviens, c'est vrai que quand je suis parti de chez moi, j'ai pris mon sac, je me suis dit putain, ce soir je peux être champion suisse. Qu'est-ce que j'aurais besoin pour après le match si jamais on gagne? À domicile ou à l'extérieur? À l'extérieur. À l'extérieur. Et puis du coup, je me dis qu'est-ce que j'ai besoin? Donc je me souviens dans mon sac, j'avais mis un drapeau genevois et un cigare. J'ai dit voilà, c'est tout ce que je fais. Par contre, ça, je le mets de côté, il reste dans le quart et puis on verra ce qui se passe et on y va. Mais moi, ça ne m'a rien changé. J'ai cette chance-là de ne pas mettre d'autopression personnellement. Après, il faudrait parler aux autres comment ils l'ont vécu. Ça pourrait être intéressant de voir. Mais sur le moment, je n'ai pas senti que c'était, en termes collectifs et individuels, je n'ai pas senti que c'était un moment qui était différent des autres, en fait. C'est ça, en fait. Bien sûr, ouais. Parce que tu vois, tu parlais d'Mbappé tout à l'heure. Il y a 2 ans en arrière, une des finales des Coupes du Monde peut-être les plus belles en termes de scénario. Ouais. Et on sentait qu'à la fin du match, il y avait quand même comme si tout le poids du monde était tombé sur l'équipe de France, quoi. Et je pense que c'est vrai que ça doit être intéressant de savoir comment ils étaient avant. C'est vrai que quand on regarde un peu beaucoup de documentaires, ils disaient qu'en 2018, la plupart, ils étaient déjà sûrs de gagner, mais parce qu'ils avaient ce sentiment-là. Mais comment ils étaient peut-être en 2022? C'est vrai que ça doit être… Après, il y a le sentiment collectif. Comme tu dis, en 2018, les gars, ils étaient au-dessus. Enfin, ils étaient au-dessus. Ils avaient une équipe qui était confiante. Donc, tu vois, tu sentais ça. Nous, on était encore dans l'outsider. Prends notre exemple de la finale contre Berne. Donc, c'est différentes manières. Après, c'est surtout individuellement comment chacun le vit. Parce que chacun le vit obligatoirement différemment. Mais après, tu ne dois pas montrer tes émotions dans un vestiaire. Tu ne peux pas aller dans un coin puis pleurer ou quoi que ce soit. Sinon, tu sais que derrière, ça va. Tous les autres, c'est contagieux. Que ce soit dans les deux côtés. On va dire, quand on est chaud, etc., tu vas transmettre ça aux autres, mais tu as peur aussi, tu peux la transmettre. Parce
tout cas, moi, dans le groupe où on était, j'avais pas senti de peur. On a été jusqu'au bout. On a perdu contre meilleurs que nous, même si j'ai encore de la peine à dire ça, ça me fait encore bien mal, je te jure. Mais à la fin, c'est sport. Et c'est ça le sport. On doit apprendre à gagner, on doit apprendre à perdre. Et aujourd'hui, c'est pour ça que moi j'ai envie de revenir là-dedans, parce que c'est ces moments-là qui manquent. Ces moments-là en haut, au haut niveau. Aujourd'hui, c'est compliqué de transmettre ça à des enfants parce qu'on les développe. C'est une autre méthode. C'est pour ça que j'apprends beaucoup avec des enfants, mais chacun le vit individuellement différemment, ça c'est sûr en tout cas. Bien sûr, ouais. Et toi, Jocelyn, comment tu as vécu tes grands moments? Ouais, tu vivais l'idée c'est de toujours faire un reset en fait. Dès que tu as beau être le meilleur sur un week-end, tu sais que lundi matin, tu repars sur le terrain et puis oui, tu as peut-être marqué des points auprès de certaines personnes, mais toi, face à toi-même, tu es toujours le même et tu as envie t'engranger de la confiance, donc tu la donnes aussi au groupe, mais l'état d'esprit général dans le sport co, il est indispensable. Et c'est là où les leaders d'un groupe, quand tu es acteur, tu dois sentir ce que le groupe a besoin. Tu sais que tu as 3-4 mecs qui vont avoir besoin de rester dans leur bulle. Et à côté de ça, moi j'étais un peu comme Chris, moi je mettais les crampons et puis je rentrais et puis ça y est, ça switchait. Par contre, je me conditionnais sur la semaine pour… je mentalisais beaucoup de choses, je voyais des actions, je préparais mentalement mes matchs, je me projetais déjà, mais c'était plus personnellement, c'est des choses que tu fais toi. Mais après, à chaque fin de match, tu t'arrêtes, tu débriefes et tu recommences la semaine d'après. Et c'est cette notion aussi d'humilité, de savoir construire, déconstruire ce que tu es. Et la notion de plaisir à chaque fois, elle est indispensable. L'émotion que tu crées avec les gens autour de toi et là où tu veux aller, c'est surtout une histoire de personne. Avant de parler stratégie, sport, et peu importe le sport, c'est avec qui tu le fais et où tu veux aller avec ces personnes-là. Et c'est un engagement personnel et collectif. Donc, moi, j'ai jamais eu bien sûr, beaucoup de déceptions, très compétiteur, et même aujourd'hui, je suis mauvais perdant, je suis compétiteur, on fait un truc en famille, je vais gagner, je m'en fiche, ça m'est égal. Mais voilà, ça fait partie de moi. Et ici, par exemple, en Suisse, c'est ce qu'on essaye d'inculquer, cette mentalité, notamment dans le rugby, à se dire dépassez-vous en fait. Ne vous mettez pas de barrière, allez chercher le très haut niveau, peu importe quand ça arrivera, mais aller un peu plus loin à chaque fois. Et voilà, c'est ce qu'on travaille aussi. Moi, je te rejoins dans le sport de haut niveau, c'est le mot reset qui marque, tu as complètement raison, et c'est ça qui est beau. Et c'est ça que je dis des fois aux enfants, quand on finit le samedi, on a fait notre semaine, lundi on repart, on va reprendre une match d'escalier, tout simplement. Ça va oublier. Et même si on gagne, j'ai dit les gars, on a fait un bon match, vous pensez ça, hop, demain on repart, faites vos trucs aux familles lundi, on prend une autre marche d'escalier, hop, à chaque fois. Et c'est ça, le mot reset, il est vraiment important, et c'est cette chance-là dans le sport de haut niveau, et même dans le sport en général, même amateur, je dirais, c'est qu'à un moment donné, tu auras une autre chance de pouvoir y aller. Tu auras toujours une chance. C'est ça qui est cool. Encore plus au hockey où tu as des matchs, tu joues 3 fois par semaine. C'est vrai que tu peux perdre le mercredi, dès le jeudi soir, tu as un nouveau match, ou le vendredi, tu as un nouveau match. Donc tu peux… Mais je pense que la différence avec le sport amateur, c'est que par exemple, il y en a qui vont se mettre une pression. La veille, ils ne vont pas dormir, ils vont peut-être se faire le match 5 ou 6 fois dans la tête. Et je pense que c'est là la vraie différence avec le monde professionnel, c'est que vous savez peut-être mieux aborder la chose pour être vraiment efficient sur le terrain et être beaucoup plus efficace et pas se laisser submerger par les émotions. Même si je pense qu'après, il doit y en avoir forcément à certains moments. Ouais, mais tu as dit un mot qui est important, c'est émotion en fait. La prépa mentale, c'est aussi de la gestion d'émotions. Et les sportifs de très haut niveau, c'est savoir se concentrer au bon moment sur les bonnes émotions. Un mec comme au rugby, Antoine Dupont, il va dormir sur un oreiller, s'il faut il va passer une nuit de merde. Par contre le lendemain, qu'est-ce qui fait qu'il est meilleur que les autres encore? Et qu'est-ce qui fait qu'il va pouvoir produire un effort mental et physique pour se conditionner à être meilleur? Et c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui on commence à arriver vers des accompagnements sur l'aspect mental, il est accompagné de manière individuelle. Ce n'est pas mis encore en place dans des sports collectifs. Ça commence à être à disposition, et professionnel ou amateur, peu importe. Donc le parcours qui amène jusqu'à l'étape de compétition, tu le maîtrises quand tu es au sport. Quand tu arrives sur la glace ou quand tu arrives sur le terrain, toi en tant que coach ou en tant que joueur, tu maîtrises ce temps-là. Mais quand tu rentres chez toi, que ta femme, ton gosse, il te rend fou, ou qu'à un moment donné, il y a une contrainte, comment ça va impacter ta performance du samedi? Est-ce que tu vas la gérer comme il faut l'émotion, tu la lâches, tu la gardes, ou finalement elle va te retenir, tu ne vas pas être dédié à ce que tu dois faire? Et c'est là où la prépa mentale, elle permet de mieux organiser et mieux gérer tout ça. Oui, bien sûr. Totalement d'accord. On va parler de quelque chose qui est important, je pense, la blessure. Qui est, je pense, la pire chose pour un sportif de haut niveau. Est-ce que pour vous, vous l'avez vu comme une réelle crainte? C'est-à-dire, vous viviez avec le côté « il ne faut pas que je me blesse, il ne faut pas que je me blesse »
Ou alors justement c'est plutôt l'inverse, c'était j'y vais à fond et puis bon si je me blesse ça fait partie du jeu entre guillemets quoi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ça? Est-ce que c'est réellement un facteur de stress ou alors pas du tout et en fait on vit avec ça et puis ça arrive quand ça arrive quoi. Moi personnellement j'ai jamais eu de crainte sur ça. Tu sais que quand tu fais quelque chose, tu as des gains et puis tu as des pertes. Aujourd'hui, la blessure, c'est une perte, bien sûr, c'est une contrainte, mais les blessures que j'ai eues, j'ai jamais eu d'énormes blessures. J'en ai eu quelques-unes quand même, mais oui, ça te laisse alité. J'ai fait 3 semaines de lit sur des apophyses fracturées, des choses comme ça qui t'empêchent de marcher. Mais en fait, quand tu sais où tu veux aller, ça se remet. C'est une question de temps et puis après, ça se travaille. Aussi, les émotions à ce moment-là sont importantes, mais jamais de notion de stress ou de je vais jouer à moitié pour ne pas me blesser. Non, ça. En tout cas, moi personnellement, ça ne m'a jamais traversé. Ouais. Je crois que si tu vas dans ce sens-là, tu vas te blesser encore plus. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça le problème. C'est si tu commences à avoir peur. Et moi, ça m'arrive à la fin de ma carrière, je commence à avoir peur sur certains points, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais si tu commences à avoir peur, tu es fini là-dessus. C'est parce qu'à un moment donné, on sait, en plus on est dans des sports contacts les deux, c'est que si à un moment donné on va là sur le terrain, ça peut arriver. On peut se blesser, on peut avoir des gros traumas, on peut avoir d'autres choses. Moi personnellement j'ai eu les 2 épaules, j'ai jamais eu de blessure physique, j'ai eu cette chance-là, j'ai jamais eu vraiment d'élongation des adducteurs, etc. Puis après ça a été les commotions. Donc voilà, et le pire des trucs c'est les commotions. Parce que les commotions, le cerveau c'est compliqué. Quand on est condamné à un genou, on peut quand même aller boire un verre avec les potes, on peut quand même vivre, on peut quand même faire des choses. Quand on a le cerveau, on peut rien faire. À l'époque, nous disait de rester au lit, ce qui était une erreur. Aujourd'hui, on le sait, on ne demande plus ça. Mais c'est vrai que ça dépend de ton type de blessure. Mais après, il faut effectivement être armé, ça fait partie du jeu. Et puis, il faut l'accepter. Des fois, ça peut être dur chez certains. Moi, personnellement, ça a été dur. Certains moments, c'était le plus dur parce que de rien faire, ça me tuait. Bien sûr, Donc, du coup, là, je devais travailler. C'est là où le psy il a bien marché pour moi, ça c'est sûr. Parce qu'on voit, je pense notamment au rugby, là récemment, le meilleur exemple, c'est Anthony Gelon, qui s'est fait une rupture des ligaments croisés, qui revient et au bout de 2 ou 3 matchs, il s'en refait un. Et je pense que mentalement, ça fait quasiment 1 an vraiment sans jouer, voire beaucoup plus avec tout. Et la question, c'est vraiment, est-ce que mentalement, au bout d'un moment, ça trotte dans la tête? Et je pense qu'en plus, vous avez des sports où c'est vachement dans le contact, comme tu l'as dit, Chris. Et ça peut péter à quasiment n'importe quel moment, quoi. Et donc, est-ce que vous avez peut-être observé chez vos coéquipiers ou des choses comme ça, des joueurs qui, mentalement parlant, c'était compliqué pour eux, ou il y avait vraiment peut-être un stress par rapport à ça, ou vraiment tous vous êtes dans le même état d'esprit de vous dire ça fait partie de notre truc, quoi. Non, ça arrive clairement. La gestion personnelle, elle appartient à chacun. Donc ça, il y a des joueurs qui se blessent. Tu prends le cas de Gelon et effectivement, mentalement, il faut être solide parce que tu reviens avec de la fraîcheur et puis de suite, on te redit, tu reprends 6 mois derrière. Donc chacun a sa propre acceptation et gestion. Maintenant, aujourd'hui, quand tu es sportif professionnel, tu sais que tu peux te blesser. En rugby, c'est notamment les genoux qui sont super longs où tu prends de 4 à 6 mois selon la convalescence. Mais ça se remet bien et ça revient vite et assez rapidement. Donc malgré tout, sur une échelle d'une carrière professionnelle, c'est un passage et puis souvent ça te rend un peu plus fort et puis tu peux adapter et aborder des matchs différemment. Ça te fait aussi gagner en expérience parfois parce que de quelle manière tu t'es blessé, qu'est-ce que tu as fait pour te blesser, est-ce qu'il y a un enchaînement de tâches qui fait que tu es arrivé à un trop-plein ou est-ce que c'est ton hygiène de vie, est-ce que c'est ta qualité de récupération. Il y a plein de facteurs, donc ça te permet aussi de grandir. Et ce qui est hyper important en sport de haut niveau, c'est de bien se connaître. C'est la connaissance de soi et il en parlait Chris, l'aspect mental avec un psy, il est important pour bien se connaître, mais surtout l'aspect physique, de savoir ce que tu es capable de faire ou pas. Et voilà, des exemples comme ça aujourd'hui, ça se remet en selle, ça se fait opérer et puis ça repart parce que le gain d'émotion, le gain de plaisir à être sur un terrain devant des stades pleins, à jouer des compétitions de haut niveau, bien sûr que ça vaut un genou. Donc c'est un peu ce pari-là et ce levier-là que tu te dis, quoi. Bien sûr, ouais. Et on va toujours parler un petit peu de santé mentale, mais quelque chose qui est un peu différent. Au niveau des contrats, on sait que vous pouvez des fois avoir des contrats courts. Comment vous arrivez à gérer ça, par exemple au hockey, où on sait que des fois il y a des contrats qui sont que d'1 an. Et comment arriver à gérer cette saison où on se dit là il faut vraiment que je sois performant parce que potentiellement l'année prochaine j'ai pas de club ou potentiellement je vais devoir changer de championnat ou de pays et donc je vais être payé beaucoup moins. Comment vous gérez ça, Chris?
Moi, penses que gérer, ça c'est t'est dur à arrivé, dire toi, parce que ou déjà, pas? tu contrôles pas en fait. Ça, c'est des choses que tu contrôles pas. Donc, moi, j'avais comme habitude de me dire ce que je contrôle pas, je m'en occupe pas. Déjà, on avait l'avantage que j'avais un agent, celui qui s'occupait de ça. Il me disait, quand j'avais pas l'année où j'avais pas de contrat, généralement, on faisait un petit topo au mois de juillet, terme de la saison, qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine, tu veux rester. Je suis resté à Genève longtemps, donc je voulais rester là. Je savais que j'avais une relation particulière avec le coach, donc je savais ce qu'il avait besoin, donc je savais que j'avais ma place. La seule chose, il fallait performer. Donc la seule chose que je devais faire, c'était m'entraîner fort, travailler dur, et je savais que mon contrat allait venir. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là, parce que généralement, au mois de novembre, je re-signais un peu ce contrat-là. J'ai jamais été sans contrat jusqu'à une fin de saison. Donc, j'ai jamais eu ce problème-là. Mais dans ma tête, c'était toujours clair. Contrôle ce que tu peux contrôler, avance avec ce que tu peux avancer. Et ça, c'est des choses que tu peux pas contrôler. C'est clair que j'ai vu des joueurs qui commencent à performer, qui sont en fin de contrat, puis en novembre, ils se font un ligament. Si j'avais été dans cette situation-là, ça aurait pu être différent. Là, j'ai vu des joueurs, un peu, ça les a tués. Tiens, tu commences bien et tout, tu n'as pas de contrat, puis d'un coup, ton contrat, tu ne retrouves pas. Tu vas devoir recommencer des try-outs après à l'été, tu vas devoir recommencer des choses. Là, ça peut être plus compliqué. Personnellement, je n'ai jamais été dans cette situation-là, donc je ne peux pas vraiment me prononcer réellement là-dessus. J'ai toujours été assez chanceux, généralement. Mais comme je te dis, c'était ma philosophie. Contrôle ce que tu peux contrôler, tout simplement. Ouais, relativiser de ce que tu as. Et puis quand tu es sportif de haut niveau, tu as cette notion de plaisir depuis gamin. Donc tu te dis, je sais ce que j'ai aujourd'hui, je sais ce que ça coûte et j'en profite. Si ça doit s'arrêter demain, ben, tu es capable de rebondir, de te reconstruire et de te réinventer. Et c'est aussi pour ça que la notion d'accompagnement scolaire ou professionnel, elle est hyper importante. Moi personnellement, j'avais signé à Nice sur une 3e division France à l'époque et puis beaucoup de joueurs étaient pros. Et le club a fait un dépôt de bilan. En fait, il y a eu une banqueroute, donc dépôt de bilan quelques mois annoncé, évidemment pas payé chaque mois pendant 8 à 9 mois. Et moi, c'est à partir de ce moment-là où j'avais anticipé et j'ai commencé à travailler en fait. Je me suis dit, je ne ferai plus jamais que du sport. Et parce que j'ai vu des mecs en galère, j'ai vu des gars où arriver aux entraînements et puis ben, c'était en France, faire des caisses de 50 balles par joueur pour payer certaines choses à certaines familles parce que le gars n'avait pas anticipé cette pré-retraite parce que c'est comme ce que tu vis. Tu n'as plus de moyens, tu n'as plus de ressources financières et tu dois attendre que la fin du club se fasse pour pouvoir déclencher du financier. Si tu n'as pas été bon dans ta gestion perso de tes revenus, ben, tu es dedans. Donc ça, c'est des choses qui s'anticipent, c'est de la gestion, mais il faut à un moment donné anticiper et voir les choses dans l'environnement. Quand tu es sportif, tu as tendance à te concentrer que sur toi, surtout quand tu es jeune. Et puis après, tu ouvres un peu plus, tu as ta vie perso qui fait que tu vas avoir des responsabilités différentes. Et je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui, on amène rapidement, et surtout sur ces nouvelles générations de professionnels, qui ont une approche très stricte, très ouverte d'un environnement. Tu n'as plus de contrat, ok, bon, ben, moi je suis agent, je vais te chercher là, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a toujours des solutions à mettre en place. Et en général, c'est le boulot des agents, mais le réseau va vite. Okay. Si tu es performant, si tu as un minimum d'envie, tu retrouves des contrats. Après, tu as des mecs qui restent sur le carreau et puis c'est là où tu te remets en question. Tu te dis ben, peut-être que j'ai terminé, je passe sur la base d'un coach ou je fais autre chose, j'abandonne. Voilà, c'est aussi de l'introspection, quoi. Moi, je vais rebondir sur un truc que tu as dit, tu as parlé tout à l'heure très vite. Tu as dit j'avais une relation particulière avec mon entraîneur, mon coach. Du coup, j'ai 3 questions là-dessus. Un, c'est comment est-ce que vous avez vécu justement vos relations avec les coachs? C'est que pas tout le monde est ultra proche ou veut. Tout le monde vit différemment. Certains coachs, beaucoup diront même, enfin certains diront que ça a impacté leur carrière positivement ou négativement pour le coup. Quel est pour vous du coup l'impact que peut avoir un coach dans la carrière d'un joueur? Et puis maintenant que vous êtes entraîneur, la 3e question c'est quel type d'entraîneur vous voulez être, quoi? Lequel vous a fait dire j'aimerais être comme ça, ou qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience que vous voulez être tel type d'entraîneur plutôt qu'un autre, quoi? Ouais, après moi, c'est vrai que la situation que j'ai eue, pour moi, quand je suis arrivé en pro, j'avais 18 ans, il y a un coach qui est arrivé, qui venait de nulle part, il s'appelait Chris Mexorler, et il est arrivé à Genève avec d'autres idées, un peu nord-américaines et tout. Du coup, la première chose qu'il n'avait pas beaucoup d'argent dans le club, la première chose qu'il a fait, c'est les gars, j'ai besoin de joueurs de 4e bloc, vous devez aller, vous devez frapper, vous devez faire ce job-là, nanana. Et puis on était 7 joueurs, toutes mes potes de ma génération. Puis du coup, il nous a mis un peu en challenge directement. C'est à ce moment-là que j'ai grandi, puis j'ai créé une relation fusionnelle avec lui. Presque, ouais, très fusionnelle, même si c'était très dur avec moi. Il me faisait beaucoup penser, si vous connaissez un peu le football, c'est avec Ferguson, comme il traitait les jeunes à l'époque. Il était assez comme ça. Mais sans ça, j'aurais jamais réussi. Sans ça, j'aurais jamais réussi. Donc, j'ai eu cette relation fusionnelle avec lui qui a aussi débordé par des fois où ça pouvait partir en sucette, on se parlait mal, etc. Mais c'est vrai que
je crois que pour répondre à ta question sur le rôle du coach, il est très important, je pense, sur chacun. Et ça, je parle depuis le début. Je parle même depuis qu'on a 13 ans, 14, 15, et après en pro particulièrement. Parce que c'est clair, si vous sentez que vous avez quelqu'un qui s'en fout, parce que vous êtes arrivé, on parlait des agents avant, hein, souvent maintenant on sait que les agents, ils amènent un joueur et puis ils donnent 3 autres de son agence, ils arrivent là, tout ça, puis les coachs, après ils s'en foutent des autres, puis ils prennent juste celui-là. Donc du coup, après, l'impact mental, il est assez chaud pour ces gars-là. Mais moi, en tout cas, personnellement, j'ai eu cette chance-là. Aujourd'hui, je lui parle encore. Aujourd'hui, j'ai encore des relations avec lui. Et c'est vrai que je vais prendre beaucoup de lui. En fait, c'est ce que m'avait dit un autre coach une fois. Larry Uras m'avait dit, prends les meilleurs de tous tes coachs et puis mets ta personnalité dedans. Et c'est ce que j'essaye de faire. Mais je crois que l'impact d'un coach, en tout cas dans mes jeunes années pro, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi en tout cas. Super. Ouais, la relation au coach, elle est importante. C'est quelqu'un qui va être capable de te guider, qui va être capable de t'accompagner en bien, en mal, de te donner du feedback, des axes de progression. Notamment quand tu débutes dans le monde professionnel, c'est quelqu'un sur qui tu vas t'appuyer parce que j'en reviens à la même chose, tu n'as pas toujours la visibilité de ce que tu attends. Un coach est très différent. Les attentes sportives d'un coach vont correspondre à sa personnalité, à sa vision, à son rythme. Puis après, tu dois changer et puis peut-être que ça se passe moins bien avec un autre parce que ça ne te correspond pas moins. Le but d'un coach, c'est d'être entraînant, c'est d'être une référence qui va te permettre de te dépasser. Tu joues souvent pour un coach, mais se dépasser, c'est quand tu crées une relation différente avec le coach. Le monde professionnel t'amène devant des responsabilités. Si tu fais juste ton boulot, ce n'est pas suffisant à être bon sur le terrain. Et c'est là où aujourd'hui, il y a une vraie dimension sur cet aspect mental, accompagnement, qui fait que tu ne peux plus juste être un coach. Dire ça c'est super, joue en 3-3-1 sur ça et puis pars sur… Oui, on est capable de l'analyser, mais qu'est-ce qui fait que en fait, ce mec-là, il va être le meilleur? Pourquoi il serait meilleur avec toi qu'avec quelqu'un d'autre? Et je rejoins Chris, c'est cette relation que tu peux créer avec lui. Et cette dimension du coup humaine, cette relation les uns aux autres. Je crois que c'est important aussi de parler de génération, parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération qui est quand même différente. Ouais. C'est des jeunes joueurs, ils sont quand même… C'est autre chose. Nous, à l'époque, c'était vraiment, tu fais ça, tu vas là, sinon tu ne joues pas. Donc tu dois le faire, et comme tu dis, je te rejoins complètement. Si tu veux faire ça, d'accord, mais tu dois montrer encore un peu plus à chaque fois. Tu dois toujours avoir plus. Donc à nos époques, c'était vraiment, on se faisait taper sur les doigts, on se faisait slasher aux entraînements, c'était ça. Aujourd'hui, tu fais ça, tu finis en procès, tu as un tribunal médiatique, tu as les gens. Et je dis pas que c'est la meilleure solution, attention. Moi, en tant qu'entraîneur, j'essaie d'avoir cette dureté, mais aussi cette relation. Le juste milieu est compliqué. Ouais. J'essaye d'avoir ce deux-là, et surtout aujourd'hui, avec ces jeunes joueurs-là, surtout quand on monte un peu, qu'ils sont sur leur téléphone, les trucs, c'est autre chose. Donc c'est toujours de l'adaptation. Et puis comme on parle au début de ce podcast, la société évolue tellement vite qu'il faut toujours être à jour. Toujours être à jour. Et c'est ça qui est compliqué. Mais je pense que tu es obligé aujourd'hui d'avoir une vraie relation, une vraie proximité avec tes joueurs pour les amener là où tu veux. Et puis surtout, il faut qu'ils jouent pour toi. Ils vont jouer pour leur club, oui, mais il faut qu'ils te dépassent pour toi. C'est ça, il faut de la confiance. Est-ce que des fois, tu te dis, punaise, je peux pas être trop dur parce que sinon ça va mal se passer. Il y a des fois où tu te dis, faut que tu vois, genre, calme-toi. Franchement, avec les U13 là, ouais. Des fois, je me dis, je fais attention. Je sais que je serai un peu plus haut, je fais voilà. Des fois, tu veux plus, mais aussi c'est normal. C'est une catégorie d'âge où il faut pas non plus être un débile. Et puis, il faut aussi s'attendre que c'est des gamins qui sont en progression, qui sont en développement, qui apprennent. Puis si tu vas trop fort, tu les perds. Tu vois, et puis après, chacun est différent. Tu sais que tu peux, même déjà à ces âges-là, ça c'est ce que j'ai halluciné. Et je ne sais pas ce que tu as vécu au rugby, mais c'est que même à ces âges-là, tu as des gars déjà différents. Tu peux parler d'une autre manière. Tu en as que tu vas pouvoir aller un peu plus fort parce qu'ils ont besoin de ça. Puis tu en as d'autres où tu te dis, si tu fais la même chose avec lui, non mais il va partir, c'est sûr, il va pas rester là. Il va dire papa, maman, oui, tu le connais, t'es là, c'est papa, maman, ciao quoi, j'arrête le hockey parce que mon coach c'est un con quoi. Et puis à juste titre. Donc c'est aussi nous s'adapter, et c'est pour ça qu'on en parlait avant, c'est aussi maintenant, on doit aussi faire de la psychologie. Mais moi je suis pas formé en tant que psychologue, c'est une psychologie de vie que je leur fais vivre et sur mes expériences vécues. Parce que ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, j'essaye de pas faire ce que j'aimais pas qu'on me fasse, c'est ça surtout. Sûr, ouais. On va passer à la troisième partie, c'est-à-dire l'après-carrière. La première question moi, qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que c'est difficile de s'arrêter ou il y a vraiment un moment donné où en plus d'être dans des sports où physiquement il faut toujours être au top et je pense de plus en plus, plus le temps passe, où il y a vraiment un moment donné où votre corps il vous dit vraiment stop quoi.
Est-ce que vous, ça a été plutôt facile de vous arrêter ou plutôt ou ça a été le côté un peu allez, je refais une et puis Jocelyn? Ouais, moi, c'est surtout l'aspect sur la transition, le levier motivationnel en fait. Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas être motivé, qu'Alex va être motivé? On a tous ce besoin différent. Tu as un mec qui va venir pour jouer avec des copains, tu en as un autre qui va vouloir être le meilleur. Et moi, personnellement, c'est surtout cette motivation qui m'a gentiment fait passer vers un arrêt. Ça s'est fait assez vite parce que moi, du coup, j'avais déjà anticipé par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'expérience et j'avais commencé à tester des métiers, des activités pour voir ce qui me plairait, développer du réseau et autres. Et puis, j'avais une structure ici, j'ai une structure ici autour de la petite enfance avec les jeunes, dans le sport, la motricité. Et donc, je montais régulièrement, mensuellement. Et puis, un soir, j'ai rencontré les dirigeants ici. Et ça s'est fait comme ça, mais j'avais jamais entraîné de ma vie. Et puis j'ai dit, ben oui, je tente, pourquoi pas. Et j'ai pris goût. Et puis, ben, comme quand tu es sportif, acteur, j'avais pas du tout prévu d'être entraîneur ou quoi que ce soit. Et ça s'est fait un peu naturellement. Donc, l'idée, c'est cette motivation qui te pousse à arrêter. Parce que quand tu es compétiteur, tu sais que si tu n'es pas prêt physiquement, tu as beau être le meilleur techniquement, ça ne suivra pas jusqu'à un certain point. Donc, tu pourras apporter, mais tu ne pourras plus ressentir cette expérience. C'est beaucoup de sensations, le sport de haut niveau. C'est un moment très court d'adrénaline qui, toi, va te combler. Moi, personnellement, j'avais un jeu très explosif, très dynamique, beaucoup dans l'évitement et la vitesse. Bon, mais si tu ne l'entraînes pas, et vous êtes bien placé pour le savoir, c'est que tu le perds. Donc, moi, j'ai arrêté un peu naturellement comme ça et la passation s'est fait assez vite. Tu n'avais plus la motivation de jouer, par contre, la motivation d'entraîner, elle est arrivée et puis tu l'as encore. Enfin, je veux dire, t'aimes bien ça. Enfin, tu la nourris en fait. Tu la nourris parce que c'est toujours du challenge, ça dépend de ta perception. C'est toujours mon point de vue à moi, il est que aujourd'hui j'ai besoin de transmettre, j'ai besoin de partager et surtout j'ai vu que par rapport à un vécu, je pouvais soutenir le développement d'autres personnes. Et c'est ça que j'ai aimé en fait dans le coaching, en plus de l'aspect stratégique et puis du rugby au sens large ici en Suisse, qui est quand même en pleine expansion et où il y a un fort potentiel sur le territoire, vraiment. Pour avoir la vision sur l'ensemble national, on a un vrai potentiel entre la partie alémanique, tessinoise et puis romande. La Suisse, elle a de belles années si on met les moyens là où il faut pour performer, sur le rugby en tout cas. Bien sûr. Et toi, Chris? Non, moi j'ai eu la chance d'arrêter par moi-même. Il me restait 1 an de contrat. C'est une décision réfléchie. Je vous ai parlé un peu des commotions. J'ai dû en avoir une dizaine dans ma carrière à peu près. Je ne sais pas exactement. Mais sur mes 2 dernières années, j'en avais une en préparation. J'avais mis du temps à revenir, donc c'était vraiment, j'ai mis du temps, je suis arrivé en playoff où j'ai un peu atteint mon pic, mais j'étais pas encore assez bon. J'ai repris vraiment sur une grosse charge d'entraînement l'année d'après. Je suis arrivé à Noël et j'ai pris une charge dégueulasse, une vraie charge dégueulasse. Et là, j'ai vraiment vu au noir et blanc encore, comme sur ma première commotion. Et là, je suis rentré à la maison, j'ai dit, putain, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? J'ai 3 enfants, voilà, j'ai dit, il me reste 1 année et quelques mois de contrat. J'ai dit, allez, je vais retirer un peu pour cette saison, pour aider mon équipe, je vais aller. Mais dès que j'ai mis le premier match de playoff, les pieds sur la glace, j'ai dit, c'est mes derniers playoffs, dans ma tête, je le savais, j'étais prêt. Ça ne servait à rien de pousser la corde, j'en avais marre de devoir retomber, je pense que tu as déjà vécu ça, dans des protocoles commotion, où comme je te disais avant, tu restes au lit, tu dois faire du vélo, ça fait mal à la tête, tu repars à la maison, tu dois remarcher, faire du vélo, après tu peux quand même faire de la muscu, mais tu as encore mal à la tête. Physiquement, je perdais trop parce que j'arrivais plus à me remettre en forme correctement. Et puis je devais me faire des étés à 2 entraînements par jour encore. J'arrivais à 31 ans et je me suis dit, qu'est-ce que ça vaut la peine? J'ai aimé ce sport, j'ai fait ce que j'avais à faire là-dedans. J'avais encore ce sang-là, mais j'étais un peu dégoûté. Surtout, j'étais dégoûté par l'accompagnement. On m'a beaucoup laissé quand j'ai eu ça. J'étais beaucoup seul. J'avais ma famille en plus qui était à Genève, je jouais à Fribourg. Donc j'ai ressenti vraiment un moment là esselé. Puis ce qui arriva, j'ai aussi tombé un peu dans une petite dépression, voilà, et à la fin je me suis dit, écoute, il faut que tu te reconstruises, ça va prendre le temps qu'il faut. Je n'ai pas été aussi bien préparé que Jocelyn, donc j'ai quand même financièrement été assez malin, donc ça allait, mais c'est vrai qu'après j'ai dû me reconstruire, ça a été long, mais j'ai pas eu ce process comme j'ai des coéquipiers qui ont eu, où il n'y a plus de contrat qui arrive, quoi. Ça, je pense que ça doit être la chose pour un sportif la plus dure, plus de contrat, puis j'ai envie de continuer. Bien sûr. Moi j'ai vraiment eu cette chance-là, dans ma malchance, de pouvoir faire ça. Par contre, après, j'ai dû mettre le hockey vraiment de côté pendant un petit moment. Et c'est vrai que c'est quand Genève Servette a gagné le titre, là où j'ai voulu repartir
Et j'ai voulu aller rechercher ce que j'ai pas eu. D'où quand je vous parlais de mon 7e match, j'ai envie d'aller rechercher ce que j'ai pas eu. Donc mon côté compétiteur est revenu. Et aujourd'hui, j'ai envie de coacher. Voilà, donc c'est ça. Mais aujourd'hui, non, j'avais fait ce que j'avais à faire. J'ai fier de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pu accomplir. Même s'il y a peut-être des choses que j'aurais fait différemment, c'est normal. Mais voilà, ça fait partie aussi de la vie. Et puis il faut accepter le moment venu, ce qu'il faut accepter. Bien sûr, ouais. Juste une chose, donc toi, quand ça s'est arrêté, tu as tout de suite rebondi sur quelque chose, toi ça s'est arrêté, tu as dit que tu mettais une pause sur quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait derrière? Est-ce que tu as galéré, tu t'es posé un million de questions? Tu n'as pas eu la chance, comme Joss, de pouvoir tester plein de métiers avant, peut-être, ou quoi que ce soit? Comment ça s'est passé? Dur? Bah ouais, dur. Alors après, l'avantage que j'ai eu, c'est que ma femme, on avait un accord. De toute façon, c'est gentiment que j'arrivais quand même au bout. Je pense arrêter vers 34-35 ans. Ma femme reprenait ses études, elle était en plein dedans. Puis du coup, bah, voilà, en Suisse, on a le chômage. Donc quand même, j'avais un bon chômage. Je pouvais quand même vivre de ça, plus mes moyens de côté. Je pouvais me remettre dedans. Donc du coup, ce que j'ai fait 2 ans où je me suis occupé des enfants à la maison. C'est quelque chose dont je suis assez fier de moi parce que c'est un métier très dur pour père au foyer. Donc je veux dire, l'avoir vécu, j'ai vu ce que ma femme a vécu. C'est des années où j'ai pu vivre avec mes enfants en fait. Ces années qu'on ne me reprendra pas. Et en fait, même s'il y avait beaucoup de questions à côté, au quotidien, je ne le ressentais pas. Parce qu'en fait, je vivais quelque chose avec mes enfants tous les jours, d'aller les chercher à l'école, leur faire à manger, faire des devoirs avec eux. Et j'ai pu grandir avec eux. Et du coup, j'ai instauré une relation avec mes enfants qui est énorme. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a rien de plus beau que mon mariage et ma relation avec les enfants. Parce que ce qui est métier professionnel, je savais qu'avec ma qualité, ma capacité à rebondir, que j'y arriverais où, comment, je ne savais pas. Ça, c'est vrai. Mais l'inconnu ne me fait pas peur. Et c'est pour ça que moi, j'ai grave kiffé ces moments-là. Puis bien sûr, il y a le Covid qui est arrivé. Puis moi, le Covid m'a beaucoup aidé parce qu'il y avait besoin du monde partout à bosser. Donc j'ai pu aller bosser. Donc c'était cool. C'est un chemin de vie. C'est un chemin de vie différent. Mais voilà, maintenant, j'ai vécu d'autres choses. Et c'est ça qui est cool. Ça veut dire que chaque période de ma vie, j'ai pu avoir des choses. Et puis c'était une des plus belles, honnêtement, dans ma vie. Parce que avec le recul maintenant, à quel moment vous conseillez aux jeunes professionnels ou ceux qui envisagent d'être professionnels de regarder déjà un petit peu pour la reconversion? On sait que généralement les pics de carrière ils sont vers 27, 28, 29, 20, 30 ans. Est-ce que vous conseillez peut-être plutôt vraiment de s'y atteler assez rapidement, vers 25 ans, tout ça, même si pour certains ça paraît loin, ou alors de plutôt faire d'abord leur carrière et après de s'occuper de la reconversion? Jocelyn, qu'est-ce que tu en penses, toi? Il n'y a pas c'est un état d'esprit. Le plus tôt est le mieux. L'idée de la reconversion, c'est bien, c'est une bonne chose, mais si tu as déjà un état d'esprit, moi je rejoins Chris, j'ai jamais été inquiet pour moi, même quand j'avais rien. C'est-à-dire que tu as une forme de confiance où tu sais que par ta polyvalence, par l'éducation que tu as, par la volonté que tu vas avoir, tu trouveras quelque chose. Et l'idée, c'est de se construire autour de ça. Donc moi, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'âge. Tu le nourris chez les plus petits, évidemment, par des images différentes, par l'intérêt d'avoir une activité, de rencontrer un cercle social différent, de s'intéresser à, pas forcément un métier, mais un environnement qui leur correspond, qui leur plaît. C'est la stimulation qui va faire que tu vas t'intéresser aux choses. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour s'ouvrir. Maintenant, une vraie reconversion, clairement, et les âges des centres de formation sont de plus en plus tôt. Il faut le prendre, à mon avis, dès les 12-15 ans, c'est déjà important de commencer à réfléchir à tout ça. En tout cas, ce qui, toi, te stimule, sans avoir forcément d'idées précises, parce que tu n'en as pas. Et puis, on en revient, c'est qu'aujourd'hui, tu as tellement d'opportunités partout qu'il y a des métiers qui changent, il y a des nouveaux métiers qui se créent. Ça n'a plus rien à voir, ça change au quotidien. Donc, tu le vois notamment avec les notions du numérique, sur Internet, sur les réseaux, sur l'IA. Tout se crée, il y a des métiers qui se créent tous les jours, sur de la conception d'images. Donc ça se stimule aussi en fonction des générations. Et les professionnels dans 5 ans seront très différents de ceux qui le sont aujourd'hui parce qu'ils auront une adaptation différente. Moi, je pense que de plus en plus, le joueur professionnel aura une stimulation extérieure. C'est un équilibre aujourd'hui. Je connais encore pas mal de monde dans le côté professionnel. Ils ont sur leur jour off des activités qui font qu'ils sont autre chose à penser que du sport, avec des vies de famille, avec tout ce qu'on a. Mais c'est important, à mon avis. Bien et on sûr. y viendra de plus en plus. Et toi, Chris? Je pense qu'il faut aller assez tôt aujourd'hui. Moi, j'ai un parcours de vie différent, je ne leur conseillerais pas à tout le monde. Aujourd'hui, aussi, ce qu'il faut se dire, c'est ce qu'on parlait là, c'est qu'on est dans une société en fait, où on peut se reconvertir facilement. On voit aujourd'hui un banquier va devenir infirmier, un infirmier veut devenir médecin, un pompier, etc. Donc ça, on voit plus de facilité et je pense que ça peut donner une confiance. Maintenant, est-ce que
à 15 ans, le gamin, il est prêt. Alors ça, c'est une question ouverte. À 15 ans, est-ce qu'il est prêt à se dire, OK, là, j'ai peut-être une possibilité de faire ma carrière et après, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'à 15 ans, on n'est pas le même qu'à 25 ans. À 25 ans, il ne sera pas le même qu'à 30 ans. La société, mais lui-même surtout. Qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Donc c'est compliqué. Moi, je pense qu'il faut un bagou d'études, effectivement, directement. Mais après, je pense qu'à un moment donné, dès qu'on a un papier, quelque chose qui peut peut-être après nous faire venir après notre carrière, sur n'importe quoi, sur n'importe quel domaine, moi, je pense qu'il faut aller après lâcher après le métier puis vraiment se mettre dans le sport. Aujourd'hui, on le voit parce qu'on est dans un monde où la concurrence dans le sport, elle est forte. Si aujourd'hui, il y a des gamins qui viennent chez vous à 17 ans, puis il y en a d'autres qui n'ont pas les moyens ou qui préfèrent faire d'autres choses, peut-être qu'eux, ils ont peut-être plus d'avantages que ça. Voilà, je sais pas, je pose la question, le point d'interrogation ouvert. Mais je pense que chacun est fait différemment, chacun doit avoir ça. Et puis après, c'est au club aussi un peu d'initier ça. Moi, on me disait toujours à l'école, oui, mais tu veux faire du sport, mais tu vas faire quoi après ta carrière? Parce qu'il te faut un métier. On nous le disait à mon époque, un métier. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Donc, ça a beaucoup changé. Et puis, je pense qu'il faut vivre avec notre génération aussi. Et est-ce que vous trouvez que les clubs sont dans l'accompagnement par rapport à ça, justement, ou alors vraiment vous êtes laissé totalement seul là, dans ces démarches-là? Alors moi, je ne vais pas prendre la parole là-dessus parce qu'on est avec les petits. On n'est pas encore dans ce cadre-là, vu que nous, Genève Servette, on a l'association de Genève Servette et Genève Futur. Donc ça va faire Genève Futur. Je ne suis pas dans la structure, honnêtement, je ne connais pas. Donc je vais laisser Jocelyn plus. Nous, au niveau du rugby, non, on n'accompagne pas du tout. C'est clairement des axes qui sont à développer. Maintenant, le système scolaire en Suisse a tellement d'offres et fait d'une certaine façon qui fait que tu peux rapidement t'orienter vers un métier. Bon, moi, mon métier est dans le conseil en insertion professionnelle. On voit énormément de jeunes qui arrivent entre 18 et 25 ans et qui ont un CFC, qui ont des masters, il n'y a pas de souci, mais qui n'ont pas de boulot. Parce qu'ils n'ont pas forcément ces codes de mise en relation, la façon de se présenter à une entreprise ou la motivation de faire quelque chose. Donc je rejoins aussi Chris dans le fait, faites quelque chose, ouvrez-vous des opportunités pour savoir qu'à un moment donné, ce papier-là a une certaine reconnaissance pour pouvoir anticiper une reconversion. C'est normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire à certains âges, il n'y a pas de souci. Mais l'accompagnement, il n'est pas assez important aujourd'hui en Suisse sur le sport, la relation sport et études. Et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus en fait? Parce que c'est ça qu'on se demande, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour les gamins finalement? Ça serait, il y a beaucoup aussi de recentrage sur soi, c'est un développement personnel, c'est une connaissance de soi, s'écouter. Combien il y a d'enfants qui font des parcours scolaires parce que les parents vont les inviter à faire ça. Mais est-ce que lui, il a vraiment envie de faire ça? Ça, c'est encore moins sûr. Et on en revient à ces leviers motivationnels. Tu vas faire 5-6 ans d'études et puis à la sortie, ça ne te plaît pas. Tu vas peut-être travailler 1 an, 2 ans dedans, mais tu vas faire une reconversion dans quelque chose qui n'a rien à voir. Et c'est cette pression aussi sociale qu'on peut rencontrer. Et quand tu es bien dans tes pompes, quand tu es bien avec toi-même et que tu sais ce que tu as envie de faire ou ce qui te stimule, mais tu peux avoir des objectifs beaucoup plus grands parce que la motivation elle est plus importante. Et la motivation, ça a des freins aussi. Quand tu fais les choses pour les autres, tu mets moins d'envie à faire ça. Donc ouais, je pense qu'un club, c'est un organe aussi où à un moment donné, tu peux dire ce que tu as besoin et l'accompagnement entre le sport, performance et l'école, l'accompagnement scolaire ou vers un métier, il y aurait des passerelles à faire, ouais, ça c'est clair. Et la part d'un agent là-dedans? Alors ça tu rigoles, mais t'as raison. C'est 100% vrai. Mais est-ce que les agents aujourd'hui font ça? C'est ma question justement. Et puis je ne connais pas tous les agents du monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que les agents seraient. Tu penses que il y a une part? On est d'accord. Non mais moi je vais arrêter tout de suite, je vais te dire un truc avec les agents. Je les ai connus, les agents ils sont que là pour le business. Ils en ont rien à secouer. Ils en ont rien à secouer de notre après-carrière. Moi j'ai aucun joueur qui m'a dit « Ah mon agent il m'a aidé ». Aujourd'hui je vois des… Après-carrière? Après-carrière, attention, oui, bien sûr. Et il va t'aider à trouver un contrat, bien sûr. Il va t'aider à trouver un contrat avec plusieurs zéros, il va t'aider, il va se prendre sa part, il va être content, puis il va te rappeler quand il y aura une négociation de contrat. Moi aujourd'hui j'ai jamais entendu un joueur me dire ça. Je sais qu'aujourd'hui il y a des joueurs, des anciens joueurs qui veulent monter ça parce qu'ils ont souffert dans leur fin de carrière. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment faire? Après ça n'a pas du gain finalement. Franchement, est-ce qu'un agent vraiment peut aider? Moi, perso, je n'ai jamais vu en fait, personnellement. Non, je ne pense pas qu'un agent puisse aider aujourd'hui. On n'a pas l'état d'esprit qui est ouvert sur ça. Il y aura un accompagnement, mais qui restera toujours dans un cadre professionnel. Mais dédier une structure à de l'accompagnement pour aller vers un métier ou une reconversion, ça n'existe pas. Par contre, c'est un sujet qui est… C'est tellement plus facile qu'avant, je trouve. Tu vois, alors peut-être que je suis désolé, je te coupe, mais je ne suis pas agent, on est d'accord, et peut-être je suis hyper naïf sur le sujet, mais avec tous les métiers du digital qu'on a aujourd'hui, toute la façon de vendre une image, ou simplement tu peux être agent, je pense, et
et éduquer sur ce genre de choses qui peut t'as des millions d'opportunités rien que dans ce milieu-là, sans forcément dire que tu dois aller te lever tous les matins pour aller mettre en rayon ou je te parle de ça, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça c'est pareil, ça dépend des compétences que tu as aussi, parce que être agent, c'est un métier à plein temps. Après, tu as des gens, ça dépend de comment tu fais les choses. On est d'accord. Mais bien sûr que les passerelles, on peut les voir, mais aujourd'hui, l'insertion professionnelle, c'est un métier. Quand tu fais une reconversion professionnelle, c'est de mesurer la motivation que tu as à te réinsérer, l'attitude avec laquelle tu vas la mettre, et puis dans quoi tu te projettes. Est-ce que ta situation de santé va faire que c'est OK? Est-ce que tu as les compétences psychiques pour aller sur ce métier-là? Et tu as un environnement qui aujourd'hui dépasse les agents. On sort de ce cadre-là, quoi. On ne devrait peut-être pas parler d'agent, parce que l'agent en tant que même, c'est celui qui va vraiment pendant la carrière, etc. Mais plutôt l'agence en tout cas, l'agence de management ou quoi que ce soit. Et ils n'auraient pas intérêt à avoir des liens avec quelqu'un comme toi qui fait ça. Ça, je ne sais pas. Après, aujourd'hui, les fédérations, elles essayent d'accompagner de plus en plus parce que justement, le constat, ça a été que trop grand nombre de joueurs dans le rugby se sont retrouvés sans rien. Ce qui amène eux aussi une partie psychique où tu crées des grosses phases de dépression parce que pour X facteurs de reconnaissance, d'intérêt, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais les fédérations, les ligues essayent de mettre des choses en place. C'est encore trop faible parce que… et je parle plutôt de l'extérieur. En Suisse, on a un marché de l'emploi qui est quand même ultra dynamique. On a quand même de la reconversion qui peut se faire facilement. Il y a un système, il y a des prestations sociales qui sont en place. Tu as accès quand même à des outils qui te permettent de dire oui, je peux tester autre chose, je peux changer d'activité. Et puis, tu as aussi, on n'en parle pas souvent, mais quand tu es sportif de haut niveau, tu as des compétences transférables. Tu développes des compétences dans ta carrière que tu peux mettre en place sur le marché de l'emploi. Et ça, aujourd'hui, c'est encore sous-valorisé. C'est encore pour une entreprise dire, voilà, Chris, il a eu tant de temps en carrière professionnelle, voilà son état d'esprit, voilà sa capacité à manager. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver dans un emploi ? Et puis en dernier lieu, l'emploi ou l'employeur, l'entreprise, elle veut quoi? Elle veut des gens qui bougent souvent, qui ont des valeurs qui sont très individuelles, ou elle veut quelqu'un qui s'attache à la valeur de l'entreprise, des mecs sur qui compter, des gars d'engagement. Ils veulent les valeurs du sport. Donc oui, il y a plein de passerelles à créer, mais c'est toujours une question de temps. Et c'est là où la notion d'entreprise, de sportif et d'humain, elle est hyper importante. C'est pour ça que dans le sport, aujourd'hui, il faut considérer des environnements et pas juste de la performance. Moi, c'est intéressant ce que tu dis. Complètement. Complètement. Faut recruter Joss du coup pour la carrière parce Appel aux agences. Il vous vend super bien. C'est vraiment Appel fort. aux agences, non, c'est clair. Moi, j'ai un exemple assez concret là-dessus par rapport à l'état d'esprit d'un sportif dans une entreprise. Moi, quand j'ai arrêté ma carrière, 2 ans, j'ai passé sans travailler. Après, je suis allé dans une entreprise, j'ai fait mes pas. Alors, c'était pas non plus le boulot glorieux, mais j'ai fait ce qu'il y avait, qui arrivait. Et d'un coup, je suis arrivé dans une position de manager-chef. Et en fait, au bout de 6 mois, j'ai mon chef qui me dit « mais écoute, il faut que tu ailles doucement ». Je dis « mais pourquoi ?» Parce que moi, je me challenge chaque jour. Ça veut dire que je voulais amener des nouvelles choses, je fais ça. Et en fait, quand tu es avec des gens, lambda, c'est pas sympa, mais des gens qui sont dans la société normale, eux, ils s'en foutent. Ils viennent là pour travailler, ils viennent là juste pour faire leur truc, ils viennent juste là pour prendre leur chèque. Puis moi, je me dis « mais non, on peut encore être meilleur, on peut encore être meilleur ». Puis le gars me dit « il faut te calmer ». Et là, à ce moment-là, je me suis dit « ok, il ne faut pas que je reste là, parce que là, c'est pas possible ». Et c'est là le problème aujourd'hui qu'on a, nous, en tant que sportifs. Tu rentres dans la société, on va dire, normale, tu te dis, mais putain, en fait, les gens, c'est des branleurs, quoi. Mais je dis pas tout le monde, attention, c'est en gros. Ça, c'est fait. Non, mais ce que je veux dire, dans l'entreprise où j'étais, je n'aimerais pas, mais en fait, c'était ça. C'est des gens qui voulaient juste bosser pour leur salaire, qui voulaient pas s'améliorer, qui voulaient pas progresser. Et nous, l'école de vie du sportif, c'est quoi? On est toujours en constante progression, on est toujours en constante de recherche d'être meilleur, constant de rendre meilleur le gars à côté de toi. Tu vois, c'est un peu ça. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est des choses qui m'ont choqué. Mais aujourd'hui, si tu regardes, pour moi, les sociétés d'agences, ça serait impossible qu'elles fassent ça parce que c'est pas dans la culture des agences. À changer peut-être. À changer certainement, même. Ouais. Moi, j'avais juste une petite question. Je l'avais dit au tout début, c'est celle que je voulais vraiment vous poser. C'est pas vraiment à voir avec ce qu'on disait maintenant, mais quel type d'athlète vous étiez? Quel type de sportif vous étiez? Est-ce que vous étiez et ça, je parle d'avant la carrière, pendant, surtout avant et pendant, parce que bon, après, on va dire ça compte un peu moins. Mais vous étiez qui? Est-ce que c'était le gros bosseur toi, tu disais que tu allais courir tout seul, tu prenais le ballon dans le sac à dos et c'est parti. Donc, est-ce que vous étiez le gars énorme bosseur, peut-être un peu de talent, beaucoup de talent, pas de talent, je sais pas, ou alors celui qui est justement blindé de talent, qui travaille pas forcément, mais qui arrive quand même,
Vous étiez qui? Quel type de gars? Moi, j'avais pas beaucoup de talent dans le hockey. Puis j'avais un corps, j'ai grandi très vite, donc j'étais très maigre. J'ai mis du temps avant de pouvoir prendre une phase. Après, ça dépend quoi que tu prends bosser. Le gars qui bosse, c'est le gars qui finit l'entraînement, qui va courir. Parce que moi, je finissais l'entraînement, j'allais à l'entraînement de foot. Je faisais d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça. Donc, je voulais me performer dans plusieurs sports et faire d'autres choses. Après, c'est quoi la chose que tu veux dire par là? Parce qu'il y a énormément de choses. Après, moi, je vais te dire où j'ai vraiment pris conscience que je devais faire plus. C'est sur mon avant-dernière année junior et où je m'entraînais avec la première et j'ai vu le niveau. Donc là, tu te dis, OK, faut qu'on ait, si je veux arriver là en haut, il faut que je fasse un peu plus. Mais dans mes jeunes âges, je n'étais pas le genre de gars, je vais courir tout seul, comme peut-être aujourd'hui certains font. J'en ai, c'est les atomisés. Ben ouais, mais c'est ça. Mais moi, je pense justement, j'ai eu ça, et ça, c'est ce que j'ai inculqué à mon fils. Va pas trop tôt, parce que tu vas te dégoûter à un moment donné. Le problème, c'est moi, je leur dis, mais fais-en peut-être moins de ça. Mais ils veulent pas, ils veulent absolument. Bah justement. Le mec qui regarde Kobe ou alors il regarde le reportage Starting Five sur Netflix. Je sais plus quel joueur disait avant l'entraînement à 6h du matin, il se levait puis il allait faire 200 shoots. À quel âge? Et là, il a 13 ans, les gars. D'accord. Là, je te parle de gens qui ont 13 ans. Ouais. C'est le mec qui se lève, il va dans son jardin, il fait moins 45, on est en plein hiver, il va faire 200 shoots avant d'aller à l'école. Parce qu'il s'est dit. Mais il fait 200 shoots, il reste dans le jeu. Il ne Ouais. va pas faire autre chose que son jeu. Tu vois, par exemple, Connor Bedard, un joueur de Chicago, lui, il faisait ça de tout petit. Son père lui a inculqué ça avant et après l'école de son shoot. Mais on reste dans le jeu, on reste dans le ludique, on reste dans le truc où tu te challenges, où tu as ton père à côté, tu arrives à la mettre sur la latte, moi je la mets là. Tu vois, tu n'es pas dans le mode bossage. Parce que de bosser vraiment comme on a pu le faire quand tu arrives en pro, où tu es obligé de faire des extras. Sinon, tu n'y arrives pas. Mais avant ça, je trouve, si on va trop tôt, je pense qu'on peut se griller, on peut se brûler aussi. Donc c'est ça qui est important aussi de voir, de chacun est différent, mais comment on peut l'amener de la bonne manière. Après, pour revenir à ta question, moi je n'ai pas été un athlète, je suis devenu un athlète grâce à mes préparateurs physiques après, parce que c'est vraiment ça. Moi je pense que quand on arrive fin junior, mais 17-18 ans, c'est là où on a besoin d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Je pense que moi, mon premier préparateur physique qui était très bien, mais mon deuxième, qui est Mathieu Degrange, qui est sur au Servette FC aujourd'hui, c'est lui qui m'a montré ce que c'était la préparation physique et l'importance de ce que ça avait, et c'est là où j'ai eu mon pic de performance. Donc je pense que l'entourage aussi est important, et aujourd'hui nous, par exemple, on a la chance de t'avoir avec les Aiglons, ils ont déjà cet aspect-là à 13 ans, mais on ne va pas les charger comme des débiles. Voilà, moi je leur dis, faites ce qu'on fait au Vernet, faites ce que vous faites à l'entraînement sur la glace, vous travaillez déjà fort, à la maison, si vous avez des trucs, jouer avec vos frères, shooter, challengez-vous avec vos frères, jouer au foot, c'est plus dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, si on leur dit encore, faites des extras, en plus de tes entraînements, en plus de nos entraînements, mais les gamins, ils vont se briser. Je charge un tellement, il faut jouer à d'autres choses. C'est ça, c'est faire d'autres choses. C'est pour ça qu'on parle du multisport au début. Moi, je suis un pro de ça. Je me dis, même les étés, pour ces jeunes générations, arrêtons des entraînements d'été. Faites un autre sport, ça c'est n'importe lequel. Et ouais, pour vous rejoindre, moi ce qui me stimulait, c'était cette diversité sportive. C'est que c'est une vision en fait. C'est nous, aujourd'hui, dans nos positions, on va voir un gamin de 13 ans en se disant mais il est fou, il bosse trop, il fait. Mais si pour lui, à l'intérieur de lui-même, c'est que du plaisir, c'est que du bonheur, et que la charge elle nous paraît énorme, mais laisse-le faire. Ça veut dire que lui, ça le nourrit et qu'il va se créer une base, une référence de compétitivité qui n'est pas la tienne, mais ça lui appartient. Et peut-être que dans 2 ans, la dose, il va exploser. Il va dire je ne peux plus voir du sport parce qu'il aura perdu la notion de plaisir. Moi, je sais que par exemple, plus jeune, je faisais beaucoup parce que je prenais du plaisir. Je prenais du plaisir à me sentir mieux, à me sentir meilleur et à mieux me connaître. Parce que le dépassement de soi fait que tu te connais un peu mieux. Ce qui m'a servi plus tard. Et moi, personnellement, j'ai plutôt eu une base très rapidement de technique et j'ai compris que le physique était important parce que je prenais mon objectif était de trouver du plaisir dans le dur. D'aller même 2 secondes, mais je me mettais noir, mais c'était à quel moment que j'allais avoir du plaisir. Et c'était toujours repousser un peu plus ça. Donc après, j'ai fait des choix et puis je me suis orienté vers le rugby. Mais j'ai fait, je disais, du ski, j'ai fait du foot, j'ai fait de la course, j'ai fait du judo, j'ai fait pas mal de choses. Donc nous, ici en Suisse, on croit énormément à la diversité sportive. On a des athlètes qui passent à côté de carrières internationales juste parce qu'on ne sait pas les détecter, juste parce qu'on ne sait pas leur montrer. On reprend le rugby à 7, un sport hyper compétitif qui dépasse toutes les stats en termes d'explosivité, en termes de dureté dans l'effort. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe. Et tu as des personnes qui vont prendre une licence au hockey parce qu'ils vont avoir envie de contact, de physique. D'autres qui vont faire de l'athlé parce que sur la charge de course, ils sont bien dans la vitesse.
l'objectif, c'est ça. Faites un maximum de sport. Goûtez à tout ce que vous pouvez. Et puis à un moment donné, vous allez faire un choix. Et quand tu fais ce choix en motivant, en étant motivé, c'est le début de ta Et carrière. finalement, c'est la mentalité aux États-Unis. Hein. Toi, tu connais un peu, tu as c'est été là-bas. c'est la mentalité aux États-Unis, mais c'est aussi une autre culture. Ça veut dire que le système, il est fait que tu vas être amené à devoir faire un autre sport. Ils te disent, par exemple, tu fais un sport, puis ils te disent, ouais, alors là, par contre, en été, tu fais plus ce sport-là, tu vas faire celui-là. Tu sais, c'est par saison. Donc, ils ont la saison de track, ils ont la saison de football, et ils vont changer de… En fait, ton sport numéro 1 va choisir tes 2 autres sports. Ouais, c'est ça. En fait, après, tu peux choisir d'autres sports, mais tu as vraiment les mecs, ils vont faire la saison de track, donc de sprint, et puis ça les empêche pas de faire la saison de football derrière. D'ailleurs, il y a même des gars qui sont très très chauds parce qu'ils sont sélectionnés dans ces sports plus ou moins, tu vois. Donc c'est un petit peu différent. Et l'école n'est pas pareille. Enfin, je veux dire. Non, tout est fait pour le sportif. Là. Bah oui, bah, tu vois bien, c'est démesuré, Bien je veux sûr, dire. bien sûr. Mais en Suisse, on a une vraie chance, c'est qu'on a une diversité sportive qui est énorme. Et je pense que des fois, On la structure aussi, c'est incroyable. on la sous-estime. Et maintenant, le cap, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une activité ludique, épanouissante, à de la performance. Ouais, c'est et ça c'est qui est ce gap-là, c'est cette transition qui se nourrit assez tôt chez les jeunes. Et c'est là où aujourd'hui, après, tu performes et tu amènes un pays à du très haut niveau. Et ça s'inculque, ça se travaille aussi. Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même être un bosseur? Oui, Ouais. je pense. Ah, mais il faut aimer travailler. Comme tu dis, comme il disait, tu aimes te mettre dans le noir. Les sportifs, on a un peu des sadomaso, honnêtement, on va pas se mentir. Moi, j'étais pareil aussi, hein, dans ce sens-là. Je me rends compte quand même, j'ai la chance, j'ai vraiment de la chance, hein, mais j'ai des gamins qui se lèvent à 5h30, 6h là, pour venir s'entraîner le matin ici à 8h et se mettre une énorme session. Et tu vois, encore ce matin, moi, je sais pourquoi je fais ce métier. J'adore ce métier, je pourrais en parler des heures, ça me donne la même là, tu vois, ça me donne le sourire. Le gamin, il te dit, c'est la meilleure session que j'ai faite de toute ma vie. Tu vois. Il est venu 1 heure, il s'est mis une cartouche. Enfin, je veux dire, on n'a même pas fait un truc fou, tu vois. À chaque fois, je trouve ça ridicule ce qu'on met en place. Et eux, ils ont un blast, tu vois, ils adorent ça. Je dis, j'ai vraiment de la chance, mais eux, tu sens qu'ils ont envie de bosser. Le mec, ça fait 3 ans que je l'ai là, il se lève tous les matins, enfin, tout le temps, il est là tout le temps, etc. Le type, il a envie de réussir. Ouais. C'est pour ça que tu fais ça aussi pour ces gens-là, pour ces bosseurs, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais je me rends compte qu'il faut vachement bosser, quoi. Après, c'est Parce bien qu'il y en a aussi. qui partent, C'est scientifique aussi, hein, on le dit. Moi, je vois par exemple qu'on fait des entraînements à 6 heures au Vernet, ça, on en a quelques-uns. Puis là, je suis en train de réfléchir, est-ce que je pérenniserais pas ça? Parce qu'en fait, je le vois sur les gamins, les retours des parents, ils vont à 6 heures, ils se mettent une charge sur la glace, 6h15, 7h15, ils arrivent à l'école. Ils sont encore plus performants parce qu'ils sont bien dans leur peau, ils font ça. Donc franchement, il y a aussi, je pense, un bien-être de vie et je pense que c'est ça en fait à la fin. La notion de plaisir et pourquoi tu fais les choses, on en revient à ça. Et les jeunes aujourd'hui, alors oui, on parle beaucoup du numérique, mais l'écoute de soi et l'épanouissement personnel, il est hyper important. Parce qu'après, tu es dans l'affirmation de soi, tu es dans des valeurs et un système de valeurs complémentaires aux valeurs éducation de la famille. Et le sport, c'est pas pour rien qu'on en parle depuis des années et des années, que c'est vecteur d'éducation. Mais bien sûr, mais maintenant, comment tu mets tout ça en place? C'est ça. Et nous, aujourd'hui, on a des rôles hyper importants pour accompagner, guider ces jeunes. Et puis après, il y a vraiment la partie formation et développement et puis la partie performance. Et il faut que les objectifs soient assez clairs et que l'enfant ou le jeune soit décidé à aller vers ça. Et c'est là où on a besoin un peu plus d'accompagnement, de soutien. Et la dimension mentale, elle est aussi pour guider cet aspect-là. Le sportif, tout le monde a les compétences, où il y a des athlètes de très haut niveau, des coachs qui ont eu un parcours qui vont être capables d'amener ce qu'il faut en compétences. Mais cette compétence, et tu l'as soulevé, la compétence sociale du coach, c'est quelque chose qui n'était pas obligatoire avant. Aujourd'hui, si tu n'as pas de compétence sociale, tu es un gueulard, tu cries sur les mecs, alors super, tu vas avoir des résultats un an. La deuxième année, les mecs, tu les perds. Ils ne vont pas adhérer à ton projet. C'est que de la contrainte. Donc, ou l'année d'après. Mais l'idée, c'est de développer aussi, et ça, c'est plutôt une question ouverte, de manière générale, par rapport à Suisse Olympique, à JS en Suisse, qui sont des circuits de formation, d'accompagnement, du développement du sport. Est-ce qu'on prend en compte cette dimension, cette compétence sociale du coach à être un peu plus qu'un coach sportif? Et ça, je pense que c'est une notion à considérer pour la suite. Je pense aussi, je pense partout. Enfin, je pense clairement. Si vous le voulez bien, mais je suis sûr que vous le voulez bien, on va passer à la dernière partie de ce podcast, donc la partie un peu plus générale. Comme on l'a évoqué, vos 2 sports sont vachement sujets aux commotions cérébrales. Est-ce que vous trouvez que vous êtes plutôt bien encadré là-dessus, qu'on fait passer la santé des athlètes avant autre chose,
as parlé que tu as eu peut-être une dizaine de commotions dans ta carrière. C'est fou à part ça. Ouais, c'est fou. Ouais. On sait qu'au football américain, ils ont pris en NFL, ils ont pris maintenant des mesures drastiques. Comme on a évoqué tout à l'heure, il y a des rugbyman où ils se sont retournés contre les clubs, pour ne pas citer Jamie Cudmore avec l'ASM. Comment vous le sentez? Est-ce que votre santé elle est mise au premier plan ou on est d'abord dans le business sportif et le côté il faut toujours plus d'impact? Comment vous l'évaluez par rapport à ça? Chris? Nous, en rugby, c'est quelque chose qui est récent. Évidemment, il y a eu des histoires, notamment médiatiques, en lien avec les développements des neurosciences, le constat aussi des effets, parce que jusqu'à présent, on ne pouvait pas mesurer, on ne pouvait pas savoir quelles répercussions ça avait. Aujourd'hui, on le sait. On sait que quand tu prends un choc, quand tu fais une tête au foot, tu crées déjà des micro-lésions. Donc, comment ça, c'est la dose en fait qui va te tuer. C'est la dose qui va faire qu'à un moment donné, c'est plus possible. Et moi, j'ai des amis qui ont eu des commotions, qui aujourd'hui en paient les pots cassés, qui ont des répercussions, qui ont des sautes d'humeur, qui ont des variations. Et ça, quand tu as fini ta carrière, l'environnement sportif, il n'est plus là pour accompagner ça. Donc aujourd'hui, en Suisse et par World Rugby sur l'instance mondiale, c'est de plus en plus encadré. Il y a des protocoles commotion qui sont mis en place sur les matchs de très haut niveau comme sur le circuit amateur où dès qu'il y a une détection, dès qu'il y a quelque chose qui est vu ou observé, on ne prend plus de risques. Typiquement, un joueur sur un circuit européen à 7, dès qu'il y a un choc au-dessus de la gorge et qui touche à la tête, peu importe s'il reste sonné une demi-seconde, il a fini son tournoi, il ne joue plus, c'est terminé. Et ça, c'est le médecin de l'organisation qui le décide. Alors quand tu es coach, c'est hyper frustrant parce que des fois, il y a des analyses qui ne sont pas toujours bonnes, mais tu es dans l'intégrité du joueur. Ça, c'est la base. C'est aussi pour ça qu'on a créé le Nyon Rugby Care, on en parlait tout à l'heure, pour que sensibiliser les joueurs, peu importe le niveau, que tu sois amateur ou professionnel, que ton corps, il ne s'arrête pas quand tu finis ta carrière ou quand tu arrêtes de jouer dans le sport dans lequel tu es. Tu en as besoin tous les jours. Et on a un peu de mal, on en revient à ce passage de l'adolescence où tu as du mal à te projeter sur le métier que tu veux faire parce que c'est important pour l'après-carrière. Quand tu es sportif aujourd'hui, ton corps prend conscience que c'est important pour aussi la suite de ta vie, quoi, tout simplement. Ouais, donc c'est assez encadré quand même. Il y a des manques, mais en tout cas c'est considéré aujourd'hui. Ouais, moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Moi je trouve que c'est beaucoup mieux qu'il y a eu à certaines époques quand j'ai commencé. Maintenant c'est vrai qu'on a plus d'avancées là-dessus. J'ai une anecdote d'un joueur d'NHL qui est venu jouer chez nous. Il a joué la finale de la Stanley Cup et il avait pris un coup. Et donc ça c'était en 2001, hein, c'est pas si vieux que ça. 2001, il nous avait raconté ça, il a pris un coup et il avait mal à la tête, il n'arrivait pas. Du coup, les mecs, ils lui ont injecté du gel froid dans la nuque pour lui dire que ça allait marcher. Que des trucs comme ça. Donc, on a quand même dépassé un peu ça de cette époque-là. On est quand même dans une époque aujourd'hui où on comprend un peu mieux. Parce que c'est vrai, moi, il y a un film qui m'a beaucoup marqué, c'est le film Concussion. Je pense qu'on peut le trouver sur Netflix, tout ça. C'est un film intéressant de voir parce que c'est une histoire vraie, d'avoir un gars qui a essayé de rentrer dans des instances et avec Will Smith, exactement, dans des instances pour essayer de changer les choses, pour l'intégrité du joueur. Mais on voit très bien dans le film que l'intégrité du joueur, on s'en fout. C'est le business qui compte avant tout. Maintenant, aujourd'hui, à nous aussi, maintenant qui travaillons avec des jeunes, de faire des travaux là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est important d'avoir une connaissance là-dessus. Parce que c'est effectivement, le cerveau, on va l'utiliser toute sa vie. Hein, on peut avoir un genou, on peut boiter, on pourra toujours quand même un peu bosser sur un bureau. D'accord, mais le cerveau, si je peux rien faire, et j'en ai vu comme toi, hein, j'en ai vu aussi qui ont pris cher. D'où moi, pourquoi j'ai arrêté. Parce que je savais que si je continuais, j'allais être un légume plus tard. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, je trouve quand même que les clubs font beaucoup plus attention. Par exemple, à Fribourg, quand j'ai eu mes 2 commotions, on avait quelqu'un, un chiropracteur, qui utilisait des systèmes que ça s'appelle Neurovision. Vous êtes avec des balles de tennis, etc. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment bien. Parce qu'aujourd'hui, ils ont quand même découvert qu'un cerveau, nous, à mes premières années, on a une commotion, on restait au lit. Et on restait au lit, puis des fois je restais au lit, puis ça ne changeait pas. Mais en fait, le cerveau, c'est comme un muscle. Il faut le faire travailler. Et du coup, on a découvert ça. Et aujourd'hui, les clubs sont beaucoup plus sensibilisés. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous, c'est pareil dans lequel les protocoles commencent à devenir plus stricts. On fait beaucoup plus attention. Parce qu'à l'époque, c'est dire, ouais, t'es un peu malade, c'est pas grave, t'es un peu malade, hein, tu retournes. C'était comme ça que ça marchait. Mais aujourd'hui, je pense que les clubs ont pris conscience. Et on a clairement fait, je pense, en Suisse en tout cas, une avancée là-dessus. Comme dernière question, celle-là me fait particulièrement plaisir, c'est ma petite fantaisie. Vous avez 2 sports qui, dans chacun des 2 pays, que ce soit la France ou la Suisse, sont des sports majeurs. Le rugby en France, on l'a vu avec la dernière Coupe du Monde, la Suisse, mais on a la même particularité, c'est qu'on n'a jamais été champion du monde dans ces 2 sports. Donc du coup, Jocelyn, ma question, moi, elle va être simple. Est-ce que tu penses qu'en 2027, on va enfin pouvoir la gagner, cette Coupe du Monde ?
Et Chris, pour toi, ce sera la même question avec la Nati en hockey. Mais ma petite particularité de la question, c'est est-ce que tu veux la gagner dès 2025 ou tu préfères attendre 2026 et la gagner à la maison pour la première fois, tu vois? Avec Dupont, normalement, c'est bon, non? Jocelyn, Alors, champion du monde, le rugby à 7, ils l'ont été cette année. c'est vrai. Et même champion Les Jeux olympique. Olympiques aussi. Hein. Et champion olympique. Même champion olympique. Donc rugby à 7, il faut savoir que c'est un circuit, les World Series qui se déroulent sur tout à toute fait. l'année. Et la France a gagné ça cette année. Donc grosse année. Mais sur le 15, le rugby à 15, oui, il y a des générations dorées depuis quelques temps. Et c'est des joueurs aussi qui évoluent à Toulouse actuellement pour la plupart. Il y a un vrai potentiel. Donc, et je pense que la défaite sur les Sud-Africains, sur la dernière, va porter ses fruits, amènera aussi plus d'expérience. Il y aura une génération qui sera vraiment à maturité. Donc oui, la France a toutes ses chances pour gagner. Maintenant, avec la Suisse, l'idée c'est de construire aussi, parce que c'est une part de rêve, c'est des compétitions majeures. Donc faut rêver grand aussi. Et si on veut être performant, il y a des choses qui peuvent aller se chercher plutôt sur le rugby à 7 à ce moment-là. Mais pourquoi pas participer d'ici quelques paires d'années à des World Series avec la Suisse ou aller ambitionner ce genre de choses. Moi, je connais pas grand-chose au rugby, mais je vais te poser la question. La dernière Coupe du Monde qu'ils font, c'est les Français, c'est défaite face à l'Afrique du Sud. Est-ce que c'est pas une faute? J'ai pas envie de dire une faute grave. D'après ce que j'ai compris dans les médias, attention. Hein, moi, je regarde les médias, j'y connais rien, mais c'est pas une faute grave par rapport à l'équipe qu'ils avaient et puis ce qu'ils avaient montré avant en plus. J'ai envie de lâcher un truc là. J'ai envie de lâcher. Je sais pas, moi, je suis là. On me dit les gars. Est-ce que c'est la même faute grave que quand la France a perdu contre la Suisse à l'Euro? Ouais. C'est aussi, c'est vrai. Mais non, après, c'est le sport. C'est le sport, ouais. C'est qu'à un moment donné, tu sais qu'il y a une donnée dont on n'a pas parlé, c'était une notion de l'arbitrage, une notion de… Tu peux être préparé de la meilleure des manières. Sur le jour J, il y aura des décisions des fois qui seront différentes, qui pourront te faire sortir de tes gonds, alors que tous les autres arbitres, à un moment donné, siffleront la même chose et puis ça n'aura pas d'impact sur toi. Donc là, c'est comme ça, ils ont perdu. Aujourd'hui, tu ne reviens pas dessus. Maintenant, ils avaient beaucoup d'attentes sur cette équipe par rapport au potentiel, mais le potentiel il est encore existant et courant. Donc tu continues de former, tu génères de l'activité, de l'engouement. Donc c'est un sport qui rassemble beaucoup. Donc aujourd'hui, il y a tout à faire. Et puis tant mieux qu'il y ait plein d'autres compétitions. Donc, Moi, je te rejoins. Par exemple, le rugby à 7, on en parlait avant le podcast. Moi, j'ai trouvé ça fantastique en fait. L'ambiance qu'il y avait quand tu les vois gagner, tu vois l'esprit des gars, tu vois le meilleur joueur, Dupont, là, il est incroyable ce gars. Et puis il arrive dans ce rugby à 7, pas avec la grande gueule. C'est vraiment un sport, moi, qui rejoint beaucoup le hockey. Enfin, au foot, on va dire, qui est un peu plus individualiste, entre guillemets, mais c'est vrai que ça amène, c'est des belles valeurs en tout cas dans votre sport. Et moi, je connais rien, mais j'ai du plaisir et puis je suis content de pouvoir parler un peu avec vous qui connaissez un peu mieux. En tout cas, c'est cool, quoi. C'est un super sport. C'est un super sport. plaisir partagé. Bon, puis là, le gars que tu parles, c'est vraiment un super gars. Ouais, ça se voit en plus quand il parle, la manière dont il joue. Alors je me suis un peu intéressé, je connais rien, mais je vois physiquement, il a l'air d'être intelligent. On voit qu'il a un leadership, charisme naturel. Et peut-être c'est votre Zidane qui va vous arriver à vous faire gagner cette première Coupe du Monde. Quoi. Ouais, et c'est surtout de la lecture de jeu, c'est de la coordination de ressources à un instant T sur un match. Le rugby à 7 s'est développé en France depuis que quelques années, mais il faut savoir que ça existe depuis des années, que c'est des tournois qui sont joués devant des milliers de personnes, devant 60 000 personnes dans des stades un peu partout dans le monde. Et en France, on a décidé de le professionnaliser. Là où aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire en Suisse avec un côté amateur, c'est d'enclencher vers ça parce que ça peut aller vite, il y a des leviers qui peuvent arriver rapidement et surtout c'est hyper stimulant pour des joueurs, pour un pays de pouvoir présenter autant d'athlètes sur des temps très courts, c'est génial. Non, c'est cool, je m'attends. Bonne chance pour cette mission, en tout cas c'est cool. Quoi. Je me réjouis de te voir avec la Suisse, ça serait cool. Et toi Chris, du coup, cette fameuse question avec la Nati. Champion du monde, c'est compliqué. Donc nous déjà, là, ce qu'il faut mettre en avant, c'est qu'on a les joueurs d'NHL et pas les joueurs d'NHL. Aujourd'hui, on voit avec les joueurs de NHL, il y a une autre équipe qui arrive. Donc ça va dépendre aussi beaucoup de ça. Aujourd'hui, si on prend dans notre championnat suisse, est-ce qu'on peut gagner le titre mondial? Je ne pense pas. Aujourd'hui, on n'a pas les ressources. Si on prend les Canadiens, les Américains, qui ont 3 équipes bis qui sont incroyables, les Finlandais, les Suédois. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 2 ans, on a foiré quelque chose. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose. Maintenant, cette année, honnêtement, je ne pense pas. Mais on ne sait jamais, on y croit. Comme je te dis, il y a aussi cette chose à voir avec ces joueurs d'NHL qui vont venir, pas venir. Est-ce qu'ils seront en forme physiquement après 82 matchs en saison de NHL? Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. C'est ça le problème qu'on a dans nous, les championnats du monde de hockey, c'est toutes les années. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Franchement, c'est un peu embêtant. On voit le rugby, c'est tous les 4 ans, je crois, c'est ça. Le foot, c'est tous les 4 ans, donc c'est un événement.
Nous, aujourd'hui, moi, les championnats du monde, je ne regarde même pas presque. Parce qu'en fait, tu te dis, bon, il va y avoir peut-être ce joueur, ça va dépendre de ci, ça va dépendre de ça. D'un coup, il y a Crosby qui sort, il va pas au playoff. Bon, allez, les gars, j'arrive. Ça te change toute une dynamique de tournoi. Donc, pour moi, aujourd'hui, les championnats du monde, c'est pas intéressant à voir. Moi, je me réjouis de voir les Jeux Olympiques. Pour moi, les Jeux Olympiques, ça va être intéressant pour notre équipe nationale, parce que là, on aura les grosses équipes nationales. Je ne sais pas si vous regardez un peu le hockey sur glace, on a le Four Nations qui va arriver au mois de février. Donc là, on aura les 4 meilleures nations du monde, Finlande, Suède, Canada, États-Unis, avec tous les meilleurs joueurs au monde. Donc là, ça va être un prémisse d'avant les Olympiques qu'il y a dans une année. Et là, on va pouvoir vraiment voir ce que c'est le niveau. Parce que là, on va avoir un niveau de jeu où tu as les meilleurs joueurs du monde. Maintenant, nous, est-ce qu'on est capable, dans un tournoi aujourd'hui, avec nos meilleurs joueurs NHL, qui sont à peu près 7-8 joueurs et qui sont des très très bons joueurs, avec un complément de nos joueurs suisses ici, est-ce qu'on sera capable aux Olympiques d'aller challenger ces nations-là? Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que là, c'est du beau hockey. J'ai d'ailleurs des billets pour aller voir, parce que là, on va voir du vrai hockey sur glace. Aujourd'hui, les championnats du monde, il y a tellement de choses qui vont, qui vont. Est-ce que vraiment c'est important d'être champion du monde? Oui, ça serait important pour le pays. Je pense qu'on a eu des belles épopées, on a eu des belles choses. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir un peu cette équipe nationale et voir avec, quand on va se mesurer aux gros joueurs, aux gros, voilà, les joueurs des NHL, etc., dans des grosses patinoires. Et on l'a fait dans le passé, on a fait des beaux résultats, mais on n'a jamais réussi à passer ce cap. Moi, aujourd'hui, je pense pas. C'est ce qui. Rien à voir. Mais il parle comme un. Tu parles bien parce qu'il fait de la télé. Tu l'as pas dit tout à l'heure, mais il fait commentateur aussi pour les matchs de hockey. Et je trouve là, on aurait dit un commentateur. On aurait dit, tiens, les gars. Je fais de l'analyse sur la télé, ouais, donc effectivement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est dans le coaching aussi. C'est vrai que quand même je suis avec mes joueurs, j'essaie de leur apprendre la culture, que ce soit des U13. Ce soir, par exemple, on a une vidéo et je leur fais apprendre la culture du jeu. J'essaie de leur faire vivre ça parce que pour moi, c'est ça qui est beau. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'analyse de mon sport. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Top. On va arriver sur la fin, il est 4h10. Moi, la dernière chose que déjà je voulais vous remercier pour tout ça, c'était super. On a appris, je pense, pas mal de choses. La dernière question, c'est plus, c'est même pas une question, c'est un peu comment est-ce que vous pensez, les gars, qu'on puisse vous aider s'il y a des gens qui nous écoutent là. On ne sait jamais qui c'est qui nous écoutera, mais comment est-ce qu'on peut vous aider? Je sais pas, par exemple, est-ce que tu cherches des partenaires dans le rugby care? Est-ce que tu cherches des partenaires pour lancer le rugby à 7? Est-ce que tu as des messages à faire passer pour peu importe qui c'est qui pourrait t'aider? Et pareil pour toi, Chris, après, en fait, au final. Aujourd'hui, déjà, merci à vous de créer, d'avoir cette initiative. C'est intéressant et c'est toujours des projets qui sont faits pour durer, en tout cas, et pour stimuler, créer de l'engouement. Nous, aujourd'hui, sur l'aspect rugby, c'est de continuer à accompagner, donc de donner un maximum de ressources, dont vous faites partie avec Off-Field. Mais l'idée, c'est aussi de créer un pôle de ressources, ce qu'on essaie de faire et de mettre en place à l'Union Rugby Care. Sur l'aspect médical, préparation. L'autre aspect hyper important, c'est l'aspect financier aussi. Parce que pour faire des projets, pour construire une saison, pour pouvoir être stimulant par rapport à des tournois, il faut aussi des finances. Donc, que ce soit sur l'aspect du rugby à 7, où c'est mondial, les références sont européennes, mais aussi mondiales. Le but, c'est de stimuler le joueur. Donc, si on peut avoir toujours plus de projets en construction, autour du sport, de l'entreprise, de l'accompagnement et de la performance, que ce soit à Nyon ou sur la Confédération. Chris? Non, moi, nous, on travaille avec les Aiglons. Tu connais aussi, Phil nous aide beaucoup là-dedans depuis le début de la saison. Je trouve qu'on crée des belles choses. C'est pareil, on a toujours besoin de ressources, on a toujours besoin de gens qui veulent s'investir même en tant que bénévoles, qui nous écoutent, qui veulent venir sur la glace parce qu'ils ont joué ou quoi, parce que quoi que ce soit, on est toujours à l'écoute de venir nous aider dans ces projets-là. Toujours des projets bien sûr financiers, s'il y en a qui veulent s'investir dans ces clubs-là, c'est toujours pour les enfants, pouvoir créer quelque chose de bien dans une association sportive. Donc voilà, moi c'est surtout, si vous voulez découvrir un peu le hockey chez les jeunes, venez nous voir au Genève Servette. On a vrai qu'on a des bons petits gars, on a des gars qui travaillent fort tout le temps, on a une éthique de travail qui est bien, donc le soutien à nos jeunes, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, si j'ai un message à faire passer, ce serait plus sur les instances politiques, etc. C'est aidez-nous plus, s'il vous plaît, je ne parle pas au financièrement, je dis par rapport à l'adaptation pour les gamins, de pouvoir aller dans les écoles, d'encore d'échanger plus, qu'on soit plus à l'écoute des sportifs, qu'on aide ces sportifs-là, qu'on les aide. Ça, je parle peut-être pour les plus âgés, on va dire, mais c'est quelque chose qu'on aurait besoin encore un peu plus, d'avoir plus d'ouverture d'esprit sur le sport. Je pense que c'est important aujourd'hui. Je pense que, comme on le disait un peu, on nous voit un peu comme des bêtes sauvages qui vont sur un terrain. C'est pas le cas. On essaye de construire des choses autour d'un club. On essaye de cultiver sportivement des gamins. Et je pense que c'est important aussi parce que c'est une école de vie. Donc voilà, plus de rapprochement entre les politiques
et les associations sportives, je parle de la nôtre, mais on peut partir aussi des autres, et qu'on soit plus en commun même avec d'autres associations sportives. Je pense qu'on a tous à échanger, et ça peut que aider nous en tant qu'entraîneurs, mais surtout aider les petits, et puis c'est pas en faire des pros à la fin, c'est en faire des bons petits gars, des bons petits humains, comme on l'a dit au début, il y a peut-être un ou deux gars, mais si on peut les aider à devenir des bons petits gars, puis qu'après qu'ils rentrent dans notre société avec des belles valeurs, c'est tout bénéf pour tout le monde. Comment est-ce qu'on peut vous joindre? Toi, tu n'as pas Instagram? Non. Comment est-ce qu'on peut te joindre? Nous, on est sur les réseaux, que ce soit avec le club de Nyon. Moi, Toi, j'y suis personnellement également. Donc, sur ça, il n'y a aucun problème. Ça marche. Et puis, Moi sur LinkedIn, Chris Rivera, X sur Twitter, c'est les deux réseaux que j'ai, c'est mes deux moyens de communication. Donc voilà, ou alors même sur le site des Aiglons, vous trouvez toutes les informations. Parfait. Du coup, vous aurez compris, si vous voulez les aider, que vous soyez politicien ou peu importe ce que vous voulez faire, si vous voulez les contacter, que vous sentez, vous avez aimé leur personnalité, c'est des personnes formidables avec plein de projets. Donc si vous voulez les aider, aider les jeunes, aider les clubs amateurs ou professionnels, surtout n'hésitez pas. Et puis, mais les gars, merci beaucoup d'être passés, c'était super. Merci à vous les gars, Merci. c'était top Merci. les gars, c'était cool. Merci Merci Impeccable. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Dream jusqu'au bout. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Spotify et sur Instagram. Si vous voulez nous aider, vous pouvez partager cet épisode à une ou plusieurs personnes à qui cela pourrait plaire. Enfin, si vous connaissez des sportifs avec qui il serait intéressant de faire un épisode, n'hésitez pas à nous faire une recommandation. Prenez soin de vous, à très bientôt.